Architecture de terre, concevoir son habitation avec la terre. On a souhaité justement vous proposer de rencontrer trois experts qu'on a choisis, qu'on a rencontrés, pour essayer d'avoir un peu un propos, à la fois pour des personnes qui souhaitent débuter dans la terre ou qui souhaiteraient approfondir des connaissances. Et donc avant de commencer, moi je souhaitais vous raconter un peu une petite histoire. Je pense qu'on l'a tous connu quand on était petit. Il était une fois trois petits cochons. Je pense que ces trois petits cochons nous ont quand même pas mal, comment dire, amené à une réflexion qui aujourd'hui est intéressante peut-être de déconstruire. L'histoire raconte la chose suivante. Le jour arriva pour eux de quitter la maison de leur maman. Au revoir mes chéris, construisez une belle maison, mais prenez garde qu'elle soit bien solide pour que le grand méchant loup ne puisse entrer vous manger. Cette notion de solidité, je trouve, elle est assez intéressante parce que on essaie de déconstruire ça justement au CAIE et de se dire que ces trois petits cochons, bon, c'est un conte, mais en tout cas, c'est assez ancré dans l'esprit encore des gens qu'une maison en terre, par exemple, bah, avec l'eau, elle va fondre ou elle va devenir de la boue. Et donc, c'est pour ça, là, c'était pour le petit clin d'œil, mais ça nous semble intéressant d'essayer de vous apporter pas mal d'éléments. Et c'est pour ça qu'on a essayé de construire ce rendez-vous avec à la fois une bibliographie que vous pouvez donc voir dans le hall, où là, on a essayé d'extraire certains documents du centre de doc pour mettre en perspective le sujet. Et ensuite, trois intervenants. Le premier, Erwan Amar, donc, qui est géologue à l'université Gustave Eiffel, qui va nous parler de la ressource terre par rapport à la France, mais aussi par rapport à notre département en Loire-Atlantique. Un maçon, Corentin Moureau, donc là où justement on va pouvoir avoir le regard aussi de l'artisan qui transforme ce matériau. Et pour finir, Bruno Belenfant, donc architecte, qui va parler plutôt de la conception et de justement comment on met en œuvre aussi la terre d'un point de vue architectural. Donc je passe la parole à Erwan Amar. Je suis donc Erwan Amar, chercheur à l'université Gustave Eiffel. Donc moi je suis géologue de formation, donc je m'intéresse particulièrement à la ressource en particulier. Et je vais commencer déjà, avant de parler de la ressource, de parler rapidement des techniques de construction en terre, parce que je pense que pas mal d'entre vous ne sont pas forcément très familiers avec ces techniques. Je vais les présenter de manière chronologique, par ordre d'apparition. Donc je commence par le torchis. Le torchis, c'est une technique qui a été inventée dès le Paléolithique, avec des habitats temporaires. Les gens font des structures en bois et ils vont commencer à enduire ces structures en bois avec un mélange de terre et de fibres pour protéger leurs habitations. Et arrivé au néolithique, c'est le moment où on va commencer à se sédentariser. On commence à avoir des habitats plus lourds qui se construisent. Et donc ce mélange de terre et de fibres va être utilisé, va être empilé sous forme de mottes pour former des murs monolithiques. Donc c'est la technique de la bauge, qui est la technique qu'on rencontre le plus couramment dans le nord-ouest de la France. Assez rapidement, donc là, je parle du néolithique, c'est 11 000 ans, il y a 11 000 ans à peu près. Ensuite, après, assez rapidement, ce mélange de terre et de fibres va être moulé. Et les briques vont être séchées. En fait, c'est de la préfabrication. Et ces briques vont être maçonnées pour former des murs. Et donc, c'est une technique qui va se développer aussi beaucoup au néolithique. Et en fait, il faut attendre très longtemps avant que l'autre technique qui est très connue des architectes, qui est celle du pisé, se développe. Elle va se développer sur le bassin méditerranéen, mais à l'époque, au début de l'époque romaine. Donc il faut attendre 5-6 000 ans entre les adobes et le pisé avant que cette technique soit inventée. Et puis après, des techniques sont extrêmement modernes dans l'histoire de la terre crue, qui a plus de 10 000 ans. Ce sont les blocs de terre comprimés qui sont inventés au XXe siècle, comme la terre allégée. Alors, je n'ai pas dit le pisé, je précise quand même. C'est un coffrage dans lequel on va compacter la matière. Donc, contrairement aux techniques d'avant où on a un mélange qui est plutôt assez humide à l'état plastique, c'est le séchage qui va densifier la matière. Là, cette fois-ci, c'est une énergie de compactage qui va permettre de densifier cette matière. C'est la même chose pour les blocs de terre comprimés, où il faut une presse spéciale pour pouvoir comprimer ce matériau. La terre allégée, c'est une technique aussi qui date du début du XXe siècle, qui consiste à mettre beaucoup de fibres, très peu de terre, sous forme de barbotine, pour essayer d'avoir le matériau le plus léger possible et le plus isolant possible. Alors il y a les enduits, et puis il y a d'autres techniques encore existantes. Je vais présenter plutôt les techniques, on va dire, pour les cloisons et pour les murs. Un petit tour d'horizon très rapide du patrimoine à l'échelle internationale, avec le premier exemple, celui de Çatalhöyük, qui est une des premières villes connues en archéologie. Donc il y en a peut-être d'autres plus anciennes, mais on ne les a pas encore trouvées. Donc là, c'est il y a 9 000 ans, pardon.
Et donc cette première ville au sens d'une agglomération importante, complexe, avec un réseau urbain important, cette première ville, elle se fait en adobe. Donc c'est déjà de la terre crue qui est utilisée pour les premières villes construites par l'humanité. Un autre exemple assez emblématique, ce sont les constructions en Mésopotamie, avec les premières grandes civilisations qui se développent entre le Tigre et l'Euphrate. Ici, vous avez un ziggurat. Un ziggurat, c'est un support de temple. Vous imaginez cette grande structure avec un temple qui est construit au-dessus. Ça, c'est une version qui a été restaurée il y a quelques années maintenant. Mais c'est un type de construction qui est intéressant parce qu'à cette époque-là, ce sont les briques d'adobe qui sont utilisées. Et c'est une utilisation très standardisée de ce matériau, un peu à la romaine aussi, où on va avoir des calpinages très précis, des formats très particuliers de briques, avec une architecture assez standardisée. Un autre exemple, vous connaissez la Grande Muraille de Chine, vous avez ces images de la Grande Muraille au nord de Pékin, là où vont les touristes qui sont dans la montagne, et donc c'est de la pierre qui est utilisée. Mais en fait, quand on va vers l'ouest de la Chine assez rapidement, c'est de la terre qui est utilisée pour construire cette Grande Muraille, avec la technique du pisé. Alors vous voyez peut-être ces traits horizontaux qu'on voit sur le mur. En fait, le coffrage utilisé par les Chinois pour faire du pisé, c'est des troncs d'arbres qu'ils vont mettre, et ils vont compacter la terre entre ces troncs d'arbres. Et donc tous les ouvrages défensifs sont réalisés en pisé sur la muraille de Chine, sur ces sections-là. Un exemple aussi très emblématique et très connu de la construction en terre, c'est la ville de Shibam au Yémen, avec son surnom, c'est la Manhattan du désert, avec des immeubles qui font jusqu'à 8 étages de haut, qui sont construits en terre crue. Donc là, ce sont des villes qui sont faites sans architecte, sans ingénieur, sans chercheur, sans bureau d'études, sans bureau de contrôle, juste avec des maçons qui se transmettent le savoir-faire de génération en génération. Et ça fonctionne très bien. Voilà. Et un exemple plus proche de nous, Lyon, avec un patrimoine en terre crue, en pisé, qui est très important, mais qui est emblématique en fait de cette redécouverte et de ce redéveloppement de la construction en terre qui a eu lieu en France fin 18e, début 19e, où il y a énormément d'architecture rurale qui s'est faite, mais aussi d'architecture urbaine, partout en France. Et le patrimoine qu'on retrouve aujourd'hui date de cette période-là, en sachant qu'il y a eu d'autres périodes avant de construction en terre. Alors pour continuer un peu dans cet aspect un petit peu historique, je fais une petite comparaison ici à gauche entre un tel. Alors un tel, c'est une ville qui se construit sur elle-même. Donc ça, on est sur des villes néolithiques à l'époque où les gens vont aller cueillir les matériaux de construction aux alentours pour construire leurs habitations. Ils font un premier niveau de ville. Quand ils en ont un peu marre de cette ville, ils la mettent par terre et reconstruisent par-dessus. L'intérêt, c'est qu'on s'élève par rapport aux remontées d'eau, etc. Donc on se protège un petit peu pour la ville. Et en fait, ça, ce tel, c'est le fruit de 6000 ans d'occupation d'une ville qui occupe 3 hectares et qui fait 30 mètres de haut. C'est le fruit de cette vie pendant 6000 ans pour une des plus grandes villes néolithiques. Enfin, c'est pas la plus grande ville néolithique, mais c'est le plus grand tel en fait connu aujourd'hui. Et je fais un parallèle avec ce qu'on fait aujourd'hui. À droite, vous avez une installation de stockage de déchets inertes avec un aménagement paysager pour rendre ça un petit peu plus joli. Alors c'est quelque chose qui se voit du ciel parce que c'est au bout des pistes de Roissy, donc c'est en Seine-et-Marne. Et ça, c'est un des 75 sites qui reçoit les terres d'excavation de l'Île-de-France. Et ça fait 130 hectares, 30 mètres de haut. Il faut imaginer que c'est une ancienne carrière, donc on ne part pas d'un sol niveau zéro, c'est un trou qui doit faire au moins 30 mètres de profondeur. Et c'est un seul des 75 sites. Donc vous imaginez d'un côté une ville qui dure 6000 ans avec une butte qui fait 30 mètres de haut sur 3 hectares, et de l'autre une ville comme Paris qui aujourd'hui va générer des quantités de terres d'excavation qui sont monstrueuses et dont on ne sait pas trop quoi faire. En fait, c'est pour souligner le fait qu'on a basculé de période, on est entré dans ce qu'on appelle l'Anthropocène, où on va avoir des mouvements de terre qui sont générés par l'homme, qui sont supérieurs aux mouvements de matière qui sont générés naturellement par les rivières et les océans. Voilà. Bon, pour revenir encore sur cet exemple de mouvement de matière, concrètement, là vous avez à gauche la zone de production des granulats naturels pour construire du béton pour Paris. Donc ça concerne beaucoup l'Île-de-France, mais aussi toute la partie nord de la France, la Manche, la mer du Nord et une partie de la Belgique. Donc on fait venir des matériaux de toute cette région-là dans l'Île-de-France, autour de Paris, pour construire du béton. Et dans un même temps, on produit des déchets sur l'Île-de-France, qui sont des terres d'excavation, et qu'on va transporter dans des exutoires à l'extérieur de Paris, et qui concernent la même zone. C'est-à-dire que ça concerne toute la partie nord de la France, voire une partie de la Belgique,
pour aller transporter ces terres, pour les mettre dans des décharges, dans des trous. Donc aujourd'hui, ce qu'on fait, pour le caricaturer, c'est qu'on va creuser des trous à l'extérieur des villes pour extraire des granulats, qu'on va transporter dans les villes. Et dans les villes, on produit des terres d'excavation qu'on va transporter pour reboucher les trous qu'on a creusés. C'est le sens de... Ça n'a pas trop de sens. Donc l'idée d'aller vers une économie circulaire aujourd'hui dans le secteur de la construction, c'est de réutiliser les terres d'excavation qu'on produit sur place pour construire. Et essayer de substituer au maximum ces granulats naturels. Alors je le dis aussi, c'est très important. Bien évidemment, la résistance mécanique d'un mur en terre n'a rien à voir avec la résistance mécanique d'un mur en béton armé. On est sur des choses qui sont 40, 50, 60 fois moins résistantes. Donc on ne peut pas faire une substitution systématique. Ça se réfléchit, ça se pense. Mais c'est le sens en fait, de la recherche que je mène, c'est d'essayer de substituer au maximum les granulats naturels par de la terre d'excavation. Alors parmi toutes les terres d'excavation, toutes ne sont pas forcément utilisables pour la construction en terre. Donc on a essayé de quantifier un peu cette ressource. Alors à l'échelle de la Bretagne cette fois-ci, parce que c'est plus proche de nous, et on avait accès à des données qui étaient suffisamment précises pour cette région-là. Ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est dit que le patrimoine existant en Bretagne, alors en Bretagne, il y a un grand patrimoine en Bauge, qui est très important dans le bassin rennais, et donc ces bâtiments qui ont au moins un siècle apportent la preuve que ces terres-là transformées pour faire de la bauge fonctionnent. Et donc on a essayé d'identifier les terres qui ont été utilisées par les anciens pour construire en bauge. Donc on a croisé des données patrimoniales et des données de cartes des sols pour pouvoir identifier ces matériaux. Donc on a identifié les matériaux qui étaient utilisés et on a pu faire une cartographie à l'échelle de la Bretagne de la convenance des terres. Alors c'est une probabilité, parce que vous voyez la zone la plus foncée, c'est une probabilité de trouver de la terre. Quand vous creusez un trou dans la zone verte foncée, vous avez plus de 80% de chances de tomber sur au moins une couche de terre qui convient pour construire en bauge. Là où c'est le plus clair possible, c'est entre 0 et 20%. Ça ne veut pas dire qu'on n'en trouve pas, parce que les volumes étant tellement importants qu'en fait, même entre 0 et 20%, on trouve beaucoup de terre. Mais au-delà de cette cartographie, ce qui était intéressant, c'était de quantifier cette ressource. Et donc, on a pu calculer qu'il y avait 23% des terres en Bretagne qui étaient bonnes pour faire de la bauge. Alors, je le dis tout de suite, on a fait des calculs qui étaient très restrictifs et rigoureux. Ça veut dire qu'en réalité, c'est plus que 23%. Bon, mais en fait, on est sur des choses assez sécuritaires. Ça représente 7 milliards de mètres cubes, soit 9 milliards de tonnes de terre, de stock de terre disponible en Bretagne. Alors vous allez me dire, c'est super, mais on ne voit pas trop ce que ça veut dire. Donc on a fait des petits calculs pour essayer de se rendre compte de ce que signifiaient ces quantités. On a calculé que les anciens, pour construire tout le patrimoine existant en Bretagne, ils ont consommé 0,004% de cette ressource, de ce stock de terre disponible. Donc déjà, on les remercie parce qu'ils savaient gérer les ressources, puisqu'ils nous ont laissé largement de quoi construire pour la suite. Et on a fait un autre calcul qui est pas très pertinent, mais on l'a fait quand même, c'est de calculer la quantité de matière qu'on aurait consommée dans ce stock si on avait construit absolument tous les bâtiments de la région Bretagne avec que de la bauge. Et on aurait consommé 2% de la ressource. Donc en fait, ce dont on se rend compte déjà, c'est que le stock de terre, alors je ne l'ai pas dit, c'est très important, la terre en fait c'est un matériau qui ne se renouvelle pas aussi rapidement qu'on le consomme. Ce n'est pas comme des biosourcés, des fibres ou du bois qui poussent régulièrement. La terre ça ne pousse pas aussi rapidement que ce qu'on l'utilise. C'est 1 mm par siècle de production, mais ce n'est pas si simple que ça. Donc en fait il faut le considérer comme une ressource fossile. Et quand on veut commencer à utiliser une ressource fossile, il faut se poser la question de la disponibilité de cette ressource. Donc on voit que par rapport à l'ensemble du stock, si on avait tout fait en bauge, on n'aurait consommé que 2% de ce stock. C'est-à-dire qu'on a un impact finalement qui n'est pas si important que ça sur le stock disponible et on en laisse suffisamment aux générations futures et à toute la faune et la flore qui a besoin quand même de ce matériau. Donc le stock est très important. Mais la réalité, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, c'est qu'en fait ces terres d'excavation, on les sort déjà des sols, elles partent dans les décharges. Et l'idée, c'est plutôt de prendre, parmi le flux de terre qui part à la poubelle tous les ans, de détourner ce qui est utilisable pour la construction en terre. Donc on a appliqué ce facteur de 23% aux terres excavées en Bretagne, et on a estimé qu'on pouvait faire 6500 logements par an avec ce flux de matière. Alors je le dis aussi, c'est très sécuritaire, on n'est sur pas de la petite maison de 70 mètres carrés, on est sur du gros corps de ferme qui consomme 100 tonnes de terre. En réalité, on peut faire beaucoup plus de logements que ça, mais on est toujours assez sécuritaire. En fait, 6500 logements par an, ça veut dire que la région Bretagne,
on pourrait faire la moitié des logements individuels juste en prenant ce qui va à la poubelle, en prenant les très bonnes terres. Si on considérait d'autres types de terres, d'autres techniques, et qu'on était un peu plus raisonnable sur la quantité de matière, en réalité, aujourd'hui, on serait capable de construire tout le logement individuel, une partie du logement collectif, juste en prenant les terres qu'on jette à la poubelle tous les ans. Donc la ressource, elle est déjà là, il n'y a plus qu'à la récupérer. Et quand je dis qu'elle est déjà là, elle est déjà là au bon endroit. Ça veut dire qu'on va produire ce déchet là où on construit. Il n'y a pas besoin de la faire venir de très loin. C'est vraiment un matériau qui est local. Donc c'est ça le sens de l'emploi de la terre crue. Alors il y a d'autres bénéfices aussi, au-delà du fait que c'est une ressource qui est disponible, circulaire, etc. Je vais aller assez rapidement sur ces sujets-là, mais c'est quand même assez important de garder ça à l'esprit. La première chose, ça c'est un travail qu'on a fait avec ma collègue Anne Ventura, qui est spécialiste de l'analyse de cycle de vie, avec une étudiante qui s'appelle Marine Le Boisdec, qui a travaillé pour son master. On a calculé la quantité d'énergie qu'on peut économiser en utilisant de la terre crue, là en l'occurrence de la bauge. Alors on parle de bauge manuelle, c'est-à-dire que c'est de la bauge qui est piétinée au pied et qui est préparée à la main et qui est mise dans le mur à la main. On est vraiment sur quelque chose de manuel. En réalité, quand on considère cette technique-là, on est censé avoir un impact environnemental qui est zéro, puisque en fait, la consommation de nourriture et d'alcool sur les chantiers, peu importe, n'est pas prise en compte dans l'analyse du cycle de vie. On prend en compte que l'énergie dépensée par les machines, etc. Là, on a pris en compte quand même du transport sur 20 km, l'excavation et le transport sur 20 km, ce qui fait qu'on a un impact qui n'est pas négatif. Donc même en prenant en compte ce transport, on voit que pour 1 mètre carré de mur en bauge, par rapport à 1 mètre carré de mur en parpaing, ou alors quand j'ai terre cuite, c'est de la monomure, hein. On voit qu'on divise par 80 ou par 95 la quantité d'énergie grise incorporée dans... Alors l'énergie grise, c'est l'énergie qu'on consomme pour construire, d'énergie pour construire 1 mètre carré de mur. Pourquoi c'est important ? C'est important parce que quand on construit un bâtiment, on a quand même besoin de dépenser de l'énergie pour certaines choses. Les vitrages, par exemple, c'est intéressant, c'est de l'apport solaire, c'est de la lumière naturelle. Faire une vitre, ça consomme beaucoup d'énergie. Et ce n'est pas sur le vitrage qu'on va réussir à faire des économies de CO2. Et pourtant, il va falloir qu'on baisse drastiquement la quantité de CO2 qu'on incorpore dans nos bâtiments. Et sur le lot maçonnerie, on a entre autres la terre, il n'y a pas que la terre, hein. Le bois, les fibres, c'est très bien, la pierre, il y a plein d'autres matériaux très bien. Mais la terre, entre autres, permet de réduire de manière drastique la quantité de CO2 et de permettre de continuer à se payer un peu de CO2 à côté pour des choses qui sont vraiment utiles. D'accord ? Donc c'est ça l'intérêt. Après, un petit point quand même, vous voyez qu'il y a un truc qui s'appelle bauge mécanisée. On a récupéré un malaxeur de poterie des années 60 au laboratoire qu'on a retapé. Et donc ce malaxeur, on l'utilise pour mélanger le matériau, plutôt que de piétiner de la terre, d'avoir 10 personnes qui piétinent de la terre. Alors, qui piétinent de la terre en chantant, dansant, hein, c'est festif, en buvant un coup de cidre, etc. C'est quand même pas... Ou avec un cheval. Il y a des solutions pour rendre ça sympa et de le faire passer sur un chantier. Mais à un moment, si on veut que ça dépote, on peut mettre aussi un malaxeur. Si on met le malaxeur sur le réseau nucléaire français, on multiplie par 2 la quantité d'énergie par rapport au manuel. Donc ça reste tout à fait raisonnable. Par contre, si on met sur un groupe électrogène avec du diesel, on multiplie par 38. Et là, on commence à avoir un facteur de réduction entre la bauge mécanisée et le parpaing qui reste un facteur un peu plus que 2, mais ce n'est pas du tout le facteur 80 qu'on avait au départ. Donc c'est pour dire quoi ? C'est pour dire que ce n'est pas parce que c'est de la terre crue que c'est génial. Et ça, j'insiste beaucoup là-dessus. Faites attention aux choix que vous allez faire. Il y a des choses qui sont pertinentes, d'autres qui le sont moins. Pour parler de choses qui ne sont pas pertinentes, on va parler du ciment dans la terre. Là, vous avez un graphique qui n'est pas forcément marrant à comprendre. En bas, vous avez la résistance mécanique. Alors bien sûr, c'est en anglais, hein, je suis désolé. La résistance mécanique, donc en mégapascal, hein, c'est une manière de mesurer la résistance mécanique. Et en ordonnée, vous avez l'indice de Lyon. L'indice d'intensité de Lyon, en fait, c'est la quantité de ciment qu'on va dépenser pour obtenir 1 mégapascal. Donc c'est plus cette valeur est faible, moins je vais dépenser d'énergie pour obtenir la résistance mécanique. Donc plus je vais pouvoir monter haut avec peu de matière. Et donc plus la valeur est faible et plus c'est optimisé.
Donc vous avez en bas, c'est les petits points rouges, ce sont des bétons. Donc là, au départ, c'est un graphique qui était fait pour les bétons. Donc le béton qui est le plus en bas à droite, c'est le plus optimum, c'est celui qui a la meilleure résistance mécanique et qui va consommer le moins de ciment. Donc c'est la manière la plus optimale de dépenser du ciment. Le béton qui est tout en haut à gauche, c'est le moins bon. Et donc là-dedans, il y a des collègues, donc Henri Vandamme et Hugo Aubaine, qui ont décidé de tracer dans ce graphique ce que ça donnerait avec de la terre stabilisée avec du ciment. Quand on regarde les adobes ou le pisé, Ramdos c'est le pisé, on se rend compte qu'on est bien plus mauvais que le plus mauvais des bétons. Pourquoi? Parce qu'en fait, un béton, c'est du granulat naturel propre avec du ciment. C'est la manière optimale d'utiliser du ciment. Dès qu'il y a des argiles, il y a des interactions qui sont négatives. Et donc, quand on va prendre une terre et qu'on va mettre du ciment, forcément, on va avoir une liaison qui va être moins bonne. Et donc, on va mettre beaucoup de ciment pour très peu de résistance mécanique et avoir un impact environnemental qui est très fort. Et comme les murs en pisé, par exemple, font plutôt 50 cm d'épais et sont pleins, ils ne sont pas creux, quand on fait la différence avec le parpaing qui est creux et qui est optimisé, on va mettre beaucoup plus de ciment dans un mur en terre que dans un mur en parpaing. L'avenir du ciment, pour vendre beaucoup de ciment sur terre, c'est la terre stabilisée avec du ciment, ce n'est pas le béton. Donc voilà, donc ça veut dire qu'on peut faire des choses très mal avec de la terre crue. Et donc aujourd'hui, tous les praticiens sont très convaincus du fait que mettre du ciment ou même de la chaux, parce que l'impact est à peu près le même, dans de la terre de manière massive, dans un mur épais, ça n'a pas de sens. On peut éventuellement stabiliser des enduits, faire des protections particulières, mais en petite quantité, et il faut essayer de l'éviter au maximum. Ok, l'effet du transport, c'est aussi important. Comme je disais tout à l'heure, un mur en pisé, ça fait 50 cm d'épais et c'est plein. Ce n'est pas comme un parpaing, ça se transporte moins bien que du parpaing. Ici, c'est une comparaison qui est faite avec la fiche de déclaration environnementale et sanitaire du parpaing et avec des mesures d'impact environnemental pour le pisé. Quand on transporte du pisé sur plus de 3,5 km de distance, juste de la terre, on va dépenser plus d'énergie à transporter de la terre qu'à transporter du parpaing. Donc ça veut dire que pour avoir un équivalent d'impact environnemental en termes de transport, si on déplace de la terre sur plus de 3,5 km, on commence à avoir un impact qui est supérieur à celui du parpaing, juste pour le transport. Quand on va transporter de la terre à piser sur plus de 100 km, alors juste le transport de la terre pour le piser consommera plus d'énergie que le transport, la production et la réalisation d'un mur en parpaing avec ses chaînages béton armé. Donc on voit qu'assez rapidement, le transport, c'est très pénalisant pour la construction en terre parce que, je le redis, les murs sont épais, ils sont massifs. Et donc la solution, c'est de transformer la matière sur place. Et un autre point qui est très important à garder à l'esprit, c'est la notion de réversibilité. Alors cette réversibilité, c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur, donc j'insiste souvent beaucoup dessus. Là, vous avez une photo où vous voyez en fait rien. En fait, à la place de ce rien, où il y a un peu de terre remuée, il y avait une maison en Bauge, en Bretagne. Donc c'est une maison traditionnelle avec un soubassement en pierre monté à la terre, des murs en Bauge et une toiture posée dessus avec des ardoises probablement. Ils ont démonté les ardoises, ils ont démonté la toiture, ils ont récupéré les bois, les ardoises, les pierres de soubassement, ils les ont récupérées aussi parce qu'elles étaient montées à la terre, c'est facile à démonter. Et la terre, ils l'ont répandue à la surface du champ. En fait, en fin de vie, un mur en terre, on peut soit le réutiliser pour refaire un autre mur en terre. Il va avoir les mêmes propriétés mécaniques, les mêmes propriétés de durabilité, c'est le même matériau, il n'aura pas évolué dans le temps. Donc ça veut dire que je transmets aux générations futures ce matériau avec les mêmes propriétés, ou alors je rends cette matière à la nature. Et ça, c'est un enjeu qui est très fort, qui est souvent oublié quand on parle de méthode de construction. C'est-à-dire que ce matériau, il n'est pas dénaturé au sens littéral du terme, il peut reprendre sa place dans les cycles naturels, et donc les particules d'argile, de limon, de sable qui sont présentes dans le mur vont reprendre leur place dans le sol. Et donc c'est ce qu'on appelle la réversibilité. Donc la réversibilité, c'est à la fois en termes d'usage et la réversibilité en termes de retour à la nature. Donc petite conclusion pour parler un petit peu du bon usage en fait de cette matière. La première chose, c'est qu'on a un patrimoine qui est riche d'enseignements. Vous l'avez vu tout à l'heure, j'ai fait un croisement de données pour essayer de récupérer des informations. Ce patrimoine nous renseigne beaucoup sur comment on a construit par le passé et comment on peut construire demain. C'est très important de le préserver. La ressource en terre, elle est fossile et donc il faut bien la gérer et il faut préserver la réversibilité.
Dès qu'on va mettre du ciment dans la terre, on va empêcher cette réversibilité. C'est un déchet qui est largement disponible et qui est non marchand. En fait, comme c'est un déchet, on ne peut pas avoir de contrepartie financière. Seulement, on paye du transport ou une pelle mécanique, mais en tout cas, on ne peut pas vendre de la terre. Et donc, il faut privilégier l'utilisation des terres d'excavation plutôt que de terres de gisement. Et c'est un matériau qui est potentiellement très bas carbone. Et donc, l'important, c'est de maintenir cette plus-value environnementale. Donc, voilà pour ma présentation. Et je laisse la place à Corentin, je crois. Bonjour à tous et à toutes. Vous êtes très nombreux et nombreuses ici. En fait, c'est marrant, je trouve nos présentations évoluent aussi au fil des années. En fait, on ne cherche plus à vous convaincre d'utiliser le matériau terre. Vous êtes hyper nombreux là ce soir. Ce qu'on essaye aussi de vous dire, c'est la bonne façon de l'utiliser. De vous dire de faire attention, effectivement, le matériau terre, c'est pas un matériau qui est vertueux par nature, il y a une façon de l'utiliser. Et donc, je vais être un peu redondant sur certains points avec Erwan, parce qu'on aime bien insister aussi là-dessus. On fait partie tous les trois d'un même réseau, et j'y reviendrai. Et puis, si vous avez des questions, vous pourrez poser aussi. Mais on défend aussi une vision du matériau terre au travers de notre discours qu'on va avoir avec vous ce soir aussi. Alors, du coup, moi, ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est des modes d'usage du matériau dans le bâtiment. Je vais revenir rapidement sur les techniques qu'a présenté Erwan aussi pour que, en fait, on ne sait jamais non plus à quel public on a affaire et le niveau de connaissance sur le matériau, donc je vais revenir un petit peu sur les techniques. Rapidement, des typologies de chantier. Alors, je vais balayer, je ne vais pas rentrer dans des cas concrets, mais plutôt des idées assez larges, en fait, de typologie de chantier, et après parler de la filière terre aujourd'hui, où on en est aussi pour les professionnels. Donc ça, j'ai rajouté ça rapidement pour refaire un petit point avec vous sur les techniques. Donc Erwan, il a parlé plutôt dans le sens des époques. Moi, je vais plutôt vous parler dans le sens dont j'ai l'habitude de voir le matériau, c'est-à-dire un voyage au travers des niveaux, des quantités d'eau qu'on va mettre dans la matière. Donc, vous allez retrouver les mêmes noms qu'a énoncé Erwan tout à l'heure, sauf qu'on va partir de l'état sec de la matière. Donc, en fait, cet état, c'est un état qui est théorique, on ne le retrouve jamais dans la nature. La terre, elle n'est jamais sèche, il y a toujours de l'eau dedans. Par contre, au bout d'un moment, la terre, elle est hydratée sensiblement. Et donc, on va passer à l'état humide, et c'est à cet état-là où on fait du pisé et des briques de terre comprimées. Ces deux techniques-là, le principe, c'est qu'on va densifier la matière, en gros, en tapant dessus très très fort, donc soit dans des coffrages, soit avec une presse mécanisée. Donc dans des coffrages, ça permet de faire des murs qu'on appelle monolithiques, donc d'un seul tenant, et avec des briques, c'est de faire des murs maçonnés, donc des murs faits de petits éléments. Donc dans les deux cas, on a une terre qui est plutôt humide, donc en fait, c'est l'état de la matière, c'est quand vous allez sur un tas de terre, prenez la matière et si vous essayez de la comprimer dans votre main, ça ne fait pas une boule, quoi. Ça se délite dans votre main. Donc ça, c'est l'état humide. Généralement, on ne rajoute pas de fibres à cet état-là. On y reviendra après. Et donc, on densifie en comprimant. Ensuite, on rajoute un peu d'eau. C'est à ce moment-là où on commence à faire de la pâte à modeler avec la terre. Donc, quand on a la terre dans la main, on peut commencer à former une boule, elle se tient. On peut même la lâcher par terre, elle se tient encore. Ça, c'est l'état plastique avec lequel on commence à travailler la bauge. Donc, la bauge, Erwan en a parlé, c'est la technique de construction en terre massive qu'on retrouve le plus dans le territoire. Donc c'est des murs monolithiques, encore une fois, mais il y a une nuance, c'est que c'est aussi de la maçonnerie monolithique, mais de petits éléments. C'est-à-dire que la bauge, on va faire des boules, des petites briques ou des petits éléments mous qu'on va venir mettre soit dans un coffrage, soit directement sur le mur, et qui va nous permettre de dresser des levées de terre qui font entre 50 voire 1 mètre de haut. Et on vient attendre que la levée sèche pour revenir monter une levée en dessus. Le pendant de cette technique, c'est l'adobe. Donc là, on est plutôt entre le plastique et le visqueux. Et donc là, on va travailler la matière dans des moules en bois. Donc on va verser la matière dans les moules, on enlève les moules, on a une brique en fait, tout simplement. On la laisse sécher au soleil et ensuite on vient la maçonner au mortier de terre.
Ensuite, quand je rajoute encore de l'eau, je vais aller dans l'état visqueux. Donc là, c'est l'état bouillasse, quoi. Ça colle aux mains, voilà. Là, on a les torchis qui sont dedans. Donc les torchis, c'est simple, c'est ce qu'on retrouve le plus souvent dans les centres-villes, médiévaux ou non. Il y en a à Nantes, par exemple, mais vous avez forcément déjà vu du pan de bois. C'est très généralement rempli avec du torchis. Donc là, c'est un mélange visqueux qu'on vient dresser entre des ossatures et sur du clayonnage en bois. Dans les mélanges visqueux, ce qu'on retrouve aussi, c'est les mortiers dont j'ai parlé et les enduits. Et ensuite, quand on vient rajouter encore de l'eau, là, on est sur de la terre allégée. Et donc, pour vous donner l'idée de ce que ça peut être, en gros, pour ceux qui sont archi ou autres, le chaux-chanvre, par exemple, en gros, c'est une terre allégée à laquelle on a mis de la chaux au lieu de la terre. Et donc, plus je vais rajouter de l'eau dans mon mélange, plus ce qui va se passer, c'est que potentiellement, mon mélange, il va rétracter, il risque de fissurer. Donc, ce que je fais, c'est que je rajoute des fibres au fur et à mesure pour pouvoir travailler ma matière, que ça fonctionne. Donc, pour la bauge, pour les adobes, c'est le cas, on rajoute un peu de fibres. Et pour le torchis, quand on est sur le visqueux, là, on passe sur vraiment, on commence à mettre beaucoup de fibres et mon mélange, il se tient beaucoup grâce aux fibres. Et à la fin, quand on a quasiment que des fibres et juste la terre qui vient enrober les fibres, on appelle ça la terre allégée. Donc, et je vais venir ensuite sur les différents usages du coup de ces techniques-là. Donc, quand on est sur des techniques qui sont, on va dire, plutôt sèches, c'est-à-dire le pisé ou la bauge, où on a peu d'eau dedans, peu de retrait potentiel et peu de fibres, là on va avoir une résistance en compression qui est, on va dire, qui va être la plus importante pour notre matériau. Elle n'est pas forcément importante par rapport aux autres matériaux, mais elle est suffisante en fait pour faire déjà la grande majorité des ouvrages qu'on habite ou dans lesquels on peut vivre au quotidien. Donc dans ces techniques-là, on va trouver la bauge, le pisé et les briques de terre comprimée ou adobe. Donc c'est ces usages qu'on va appeler de terre porteur. Voilà. Ensuite, quand je suis plutôt sur une volonté de faire du cloisonnement, de séparer les espaces, ce qu'on va essayer de rechercher plutôt, c'est de l'acoustique et puis avoir en fait une paroi au travers de laquelle je ne peux pas voir. Donc là, on peut utiliser du torchis, de la terre allégée ou de la brique. Si je suis sur de la terre allégée, je vais avoir une masse du coup qui est plutôt légère. Si je vais sur des briques ou du torchis, je peux alourdir mes mélanges. Là-dessus, en fait, ça va être les notions d'acoustique qui vont être intéressantes, à la fois sur l'état de surface de mon matériau, ça on y reviendra, et sur le poids en fait de la matière. Parce que vous savez sans doute que en fait, plus j'ai une paroi qui est épaisse et lourde, moins le son peut passer. L'autre façon de faire de l'acoustique, c'est du masse ressort masse. Donc effectivement, on peut travailler ce matériau en cloison également. Et l'autre façon de le travailler, c'est sur le confort que peut apporter le matériau. Donc ça, souvent, on n'en parle plus trop parce que c'est assez rentré, en fait, j'ai l'impression, dans les esprits. Donc c'est un matériau qui est intéressant. Alors, on va plutôt l'utiliser pour ce qui est le confort d'été. Parce que pour l'isolant, en fait, c'est souvent on nous dit la terre, ouais, ça a l'air bien, c'est isolant. Non, c'est pas vraiment isolant, c'est un matériau minéral plutôt lourd. Et quand on a un matériau lourd, on fait pas de l'isolation. Ce qui est isolant, c'est plutôt les matériaux légers. Donc dans les matériaux biosourcés, on a les laines de bois, la paille, etc. Par contre, la terre peut être isolante sous condition de la travailler sous forme de terre allégée, comme j'ai évoqué tout à l'heure, où là, on va vraiment être sur quasi exclusivement de la fibre et un peu de terre pour lier la matière. La terre allégée, ça va être hyper intéressant, par exemple, dans le bâti ancien, sur la rénovation de bâtis en pierre, par exemple, où on va pouvoir faire de la correction thermique en intérieur et avoir un matériau qui est perspirant, qui s'adapte très bien à nos supports. Donc ça va être hyper intéressant. La terre allégée, ça va être intéressant aussi plutôt sur les façades sud, là où on cherche aussi à mettre un peu de l'inertie, mais aussi à avoir de l'isolation un minimum. Par contre, on ne va pas pouvoir les travailler sur des épaisseurs très très importantes. On va être sur maximum 30-35 cm. Par contre, le matériau, il va être très très adapté dès qu'on va chercher à faire de l'inertie en fait. Donc réguler le confort d'été.
parce qu'on va avoir un matériau qui peut apporter à la fois de la masse, donc on a parlé de la bauge tout à l'heure, des briques d'adobe qu'on est sur du porteur, mais si on veut faire du cloisonnement en torchis par exemple, ou en briques, dans du bâtiment ossature-bois par exemple qui est très léger, on va rajouter de la masse au cœur de notre bâtiment et ça va pouvoir donner, lisser en fait les crêtes de chaleur de notre journée en stockant de la fraîcheur, on va dire. L'autre façon de réguler, un peu magique entre guillemets, du matériau, c'est que en son sein, la terre, j'ai dit tout à l'heure, elle a toujours de l'eau, même quand elle est à son état sec. Et en fait, l'eau à l'intérieur du matériau, elle a le pouvoir de réfrigérer votre habitat. Et en fait, ce pouvoir, il se fait comme pour un frigo, en gros. C'est en s'évaporant et en condensant, et à pouvoir produire à la fois du chaud ou du froid suivant l'évaporation et la condensation de la matière. Donc c'est vraiment un des atouts importants de ce matériau, et notamment dans les problématiques aujourd'hui de confort d'été, mais aussi le fait qu'on construise aussi de plus en plus en matériaux légers, type ossature-bois, etc., où en fait on va avoir des bâtiments qui vont manquer aussi de cette inertie et de ce confort d'été. Et enfin, décorer, en fait, alors on voit pas parce que c'est un peu sombre, je suis désolé, à la matière. Alors, il y a deux façons de faire, soit travailler des enduits où on peut avoir une infinité de teintes, du blanc assez clair, mais en passant par le rouge, du noir, enfin, il y a plein de types de L'avantage des enduits, on va dire, c'est qu'on va pouvoir se permettre d'aller chercher des terres. Alors moi, j'ai l'habitude de travailler toujours avec des terres de site ou des terres à proximité directe, 5-10 km grand max. Sur des enduits, on va accepter d'aller un petit peu plus loin, aller chercher la matière, parce qu'en fait, c'est des quantités qui sont très faibles en fait sur un ouvrage, et que c'est ce qui va donner la couleur, la teinte aussi de notre ouvrage. Donc on va accepter de transporter un petit peu plus la matière. Mais sur les enduits de finition, sur les enduits de corps, ça sert à rien. Et après, la matière aussi qu'on peut faire apparaître, c'est toutes les textures qu'on peut donner au matériau terre, tout le travail de texture, de forme qu'on va pouvoir lui donner sur les courbes, etc., que va pouvoir accepter le matériau. Donc voilà un peu sur les usages de la matière. Je vais revenir sur les principaux intérêts du matériau. Alors c'est plutôt, comme l'a dit Erwan, c'est encore, je vais être redondant un peu là-dessus, mais du coup je vais passer un peu plus vite. C'est les alertes qu'on vous donne aussi sur les bons usages du matériau. Donc comme l'a dit Erwan tout à l'heure, c'est le plus gros déchet du bâtiment. Donc en fait, c'est ce qu'on produit en plus, nous, en termes de déplacement de ressources et de matières comme déchets, c'est le BTP, on est les premiers. Et c'est vraiment une ressource qui est hyper importante à utiliser aujourd'hui. Le transport de la matière, Erwan l'a dit, et l'occupation des sols, qui n'a pas forcément été dit non plus, mais à partir du moment où on vient prendre de la matière dans la ville pour la mettre à la campagne, en fait, on vient aussi dégrader du sol qui peut être des terres qui pouvaient être fertiles, par exemple, ou peu importe. Donc ça, c'est encore une fois sur le bilan environnemental, on va dire, du matériau. Je ne vais pas revenir dessus parce que Erwan l'a évoqué. Après, c'est sur le bilan humain de la matière qui n'a pas forcément été évoqué, mais qui est pour nous, en tout cas, un aspect qui est un peu central dans notre discours. Donc, c'est pas un matériau, encore une fois, qui est bon par nature. Néanmoins, il nécessite du monde pour bosser. Donc, ça nécessite de la coopération aussi entre des acteurs sur un même territoire. Ça nécessite d'embaucher du monde, etc. Quand on fait travailler du monde, ça veut aussi dire que on paye des cotisations, on paye des retraites accessoirement, voilà, on paye plein de choses, au détriment des machines en fait finalement qui elles ne payent pas leurs cotisations. Donc en fait quand on paye des humains à travailler à la place de machines, en fait on paye l'hôpital, on paye tout un tas de choses. Donc ça c'est donc il y a une notion qui nous est chère aussi, qui a été inventé entre guillemets par Alain Marcom, qui est l'intensité sociale. Et ça, c'est une donnée qu'en tout cas, nous, quand on parle au pouvoir public en général, c'est quelque chose qui fait écho aussi, parce que en fait, faire de l'emploi local aujourd'hui, c'est quand même un sujet qui est de plus en plus prégnant. Donc voilà, c'est quelque chose qu'on cherche à valoriser aussi, et c'est un matériau qui le permet en fait. C'est-à-dire que
même en termes de coûts économiquement, venir surmécaniser ou surindustrialiser le matériau, en fait, économiquement, des fois, rajouter beaucoup d'humains à la place de beaucoup de machines, en fait, on va s'y retrouver. Nous, sur les chantiers, on essaie de pousser plutôt là-dessus, et en fait, on arrive à s'y retrouver. C'est-à-dire que c'est pas un matériau qui se prête facilement à être mécanisé ou industrialisé. Par contre, faire bosser du monde, il le permet assez bien. Et après, il y a tout l'aspect de confort que j'ai évoqué avant. Sur à la fois les enduits, les ambiances, l'isolation, l'inertie, tout ça, et les sollicitations que va pouvoir procurer le matériau. Alors on s'en rend compte quand on rentre dans une pièce en terre. Ça, c'est vraiment une sensation assez particulière et qu'on peut retrouver pour ceux qui sont déjà rentrés dans une pièce qui est toute en bois, par exemple. Moi, j'ai tendance à penser que quand on rentre dans une pièce en bois, on a cette sensation un peu de chaleur qui nous envahit un peu. Quand on rentre dans une pièce en terre, c'est vraiment une sensation de douceur, d'apaisement, de confort qu'on ressent. Et ça, on ne sait pas l'expliquer. En fait, c'est des choses qui sont un peu qu'on tend à essayer de démontrer, mais c'est un peu impalpable. Donc tout ça pour dire que moi j'ai un peu 3 piliers à chaque fois sur l'usage du matériau terre. Donc il y a le bilan environnemental. Aujourd'hui, tout le monde est au fait de ces problématiques-là. Il y a le lien humain et le confort que peut procurer le matériau. Donc encore une fois, il ne faut pas voir la terre comme un matériau vertueux par nature. C'est ce qu'on en fait qui en fait un bon matériau. Donc voilà, là-dessus, je pense que c'est bon, vous avez eu votre dose là-dessus, mais c'est un peu un sujet que, en tout cas, auprès des architectes aussi, qu'on aime faire passer. Ok, sur les typologies de chantier, je vais passer aussi là-dessus. Donc, il y a une façon de construire qui a été beaucoup portée aussi grâce à ce matériau terre, c'est l'autoconstruction, qui est permis aussi grâce à ce matériau, par rapport à ce que j'ai évoqué aussi, le lien humain qui le permet, aussi la facilité d'accès entre guillemets du matériau, même s'il a beaucoup de complexité en son sein. On va dire que c'est un matériau qui, vu qu'il est gratuit, on peut se planter avec, ça ne va pas nous coûter trop cher normalement. Donc l'autoconstruction, ça a souvent été un mode, une façon d'utiliser ou de construire en terre qui a été beaucoup promue à une époque, on va dire. Aujourd'hui, il y a un vrai sujet donc sur sur l'autoconstruction, c'est le niveau d'accompagnement aussi et de la conception pour avoir tout simplement pas trop se fatiguer, pas réinventer l'eau chaude aussi à chaque fois. Ça peut être vraiment, pour les artisans en tout cas qui peuvent accompagner en autoconstruction, ça peut être juste quelques journées ou une journée très courte suivant les types d'ouvrages qui sont réalisés. Mais ça permet aussi de ne pas forcément trop s'épuiser à tout réinventer dès le début. Sur la rénovation, alors là, je vous ai pris un exemple parce que ça me permet de glisser un autre sujet. C'est un exemple de petite maison en bauge qui est au nord de Nantes. À savoir qu'en fait, effectivement, de la terre autour de Nantes, on n'y prête pas forcément l'œil. Alors nous, on a fait un travail avec un collectif qui s'appelle Terre Presqu'île de recensement du bâti en terre sur la presqu'île de Guérande. Donc presqu'île de Guérande, c'est Sud-Vilaine, Nord-Loire et puis l'ouest du parc de Brière. Pour recenser en fait qu'il y avait énormément finalement d'ouvrages en terre sur cette presqu'île qu'on ne soupçonnait pas forcément. Ces ouvrages, ils sont souvent invisibilisés par des enduits ciment ou tout simplement juste rasés parce qu'en fait on ne sait pas comment l'entretenir, donc on met par terre et puis on monte avec d'autres choses. Et au nord de Nantes, il y a une étude qui a été faite par Martin Miranda qui a recensé énormément de bâtis aussi tout au nord de Nantes. Donc tout ça pour dire que il y a un sujet d'emploi de la terre sur la rénovation du bâti avant-guerre. Alors deux choses. Donc dans le cas où vous êtes sur des ouvrages faits en terre, effectivement, il y a des bonnes pratiques à avoir et s'approcher des bons professionnels sur le sujet, mais aussi sur les ouvrages faits de pierre, comme j'en ai parlé, sur tout ce qui va être toutes les pathologies qui vont être liées à l'eau, la stabilité des ouvrages, etc. L'amélioration du confort sur le bâti en pierre, c'est ce dont j'ai parlé. On peut tout à fait imaginer isoler son bâti en terre allégée, et c'est très courant. Soit effectivement, les artisans travaillaient pas mal avec du chaud-chanvre, et nous on essaye de revenir un petit peu sur le terre-chanvre, qui a un bilan carbone aussi qui est intéressant, et des notions de confort, et même sur des aspects de finition tout simplement. Il faut savoir que enduire typiquement sur un chaud-chanvre, c'est
assez physique parce que ça pompe très vite, alors que sur de la terre, on peut avoir plus aussi le temps de travailler la matière. Donc voilà, sur l'amélioration et la rénovation du bâti avant-guerre, il y a un vrai sujet d'emploi, à la fois de préservation du bâti en terre et d'emploi. Moi, vraiment, ce que je vois en premier, c'est la correction thermique terre allégée, enduit terre en intérieur. Sur le bâti après-guerre, il y a un très beau sujet aussi sur l'isolation du bâti de cette époque-là. Toutes les notions sur lesquelles il va falloir être vigilant aussi, c'est la compatibilité des matériaux. Alors j'en ai parlé sur les enduits ciment rapidement. Sur les enduits ciment sur la terre ou sur la pierre, ça a apporté énormément de pathologies. Mais du coup, quand on vient travailler sur ce bâti après-guerre, ces mêmes questions vont se poser sur comment on arrive à lier nos matériaux, on va dire, naturels avec le bâti de cette époque-là. Mais il y a tout un tas de choses qui sont possibles. Là, vous avez des exemples de cloisons. On peut imaginer de l'isolation, des enduits. Il y a plein de choses à imaginer. Sur la construction neuve, maintenant, alors j'ai tendance à dire que dès qu'il y a un chantier, une construction neuve qui est faite, peut-être qu'il y a une erreur à un moment, mais c'est pas grave, désolé pour cette parenthèse. Donc il y a un sujet sur l'identification des gisements. Donc on en a parlé, c'est essayer d'utiliser la terre de site autant que possible. Si jamais c'est pas possible, peut-être que tout simplement on va faire autre chose que de la terre, ou alors il y a des chantiers à toute proximité directe qui peuvent être intéressantes. Il y a par contre des vrais sujets d'interaction avec les corps d'État. Donc avec les plombiers, les électriciens, ça se passe très bien. Après, il y a plein de détails techniques là, par contre, à penser qui peuvent être assez complexes. Moi, ce que je peux encourager, en tout cas sur la construction neuve, c'est plutôt de penser, quand on est sur de l'ossature bois, des bâtiments légers, à rajouter cette inertie. Donc nous, ça nous arrive assez souvent, des cloisons par exemple, entre une pièce de vie, entre la pièce de vie et la chambre par exemple, avec un poêle devant, ce genre de choses. Ça fonctionne assez bien et on le fait assez couramment. Voilà, sur la partie usage du matériau. Je vais essayer de... Ouais, je suis un peu long. Je vais essayer de faire court à la fin. Un peu, donc sur l'enjeu un peu de la filière terre, entre guillemets. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on est sur un matériau, et j'en ai pas parlé quand j'ai parlé des techniques. S'il y a une diversité de techniques aussi, c'est qu'il y a une grande variabilité du matériau. Et c'est ce qui en fait un matériau aussi complexe à utiliser aujourd'hui. C'est qu'on est dans l'adaptation avec la matière, à contrario aujourd'hui souvent d'avoir des produits prêts à l'emploi où on va pouvoir les calquer sur n'importe quel bâti. Nous, on est obligé de s'adapter à notre ressource pour proposer des mélanges, proposer des techniques et des façons de les intégrer dans les ouvrages. Donc voilà. Et l'autre sujet, c'est qu'aujourd'hui, la filière terre, le plus souvent, c'est la ressource, l'artisan, l'ouvrage. Et ça va poser des problèmes par rapport à d'autres filières qui sont, on va dire, plus massives, notamment sur le côté normatif et assurantiel, sur lequel je vais pouvoir revenir. Parce qu'on n'a pas forcément en fait, les moyens économiques aussi en tant qu'artisan solitaire, entre guillemets, de pouvoir porter des textes normatifs, de pouvoir faire poids aussi face à des assureurs, etc. Donc, mais ceci dit, nous sommes fédérés dans des réseaux, et ce qui a permis aussi de rédiger des textes. Donc, en voilà un. Donc, aujourd'hui, ce document-là, il est en technique courante. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous n'avez pas d'excuses pour ne pas faire d'enduit bâti ancien ou plus moderne ou du neuf. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, c'est assurable. Tout artisan qui se réfère à ce document-là peut faire des enduits en technique courante. Sur le reste, les professionnels se sont fédérés pour rédiger des guides de bonne pratique autour des différentes techniques qui ont été listées. Donc là, c'est les différents collectifs qui ont rédigé ces textes-là pour permettre la facilité d'assurabilité de ces techniques-là et l'emploi en fait, de ces techniques. Donc aujourd'hui, je vous invite, pour ceux qui s'intéressent, à aller jeter un coup d'œil à ces documents.
qui sont en libre accès sur Internet. Si vous tapez guide de bonne pratique terre crue, vous trouvez forcément un lien qui va vous donner accès à ces guides-là. Ça permet aussi aux architectes de rédiger les CCTP de façon plus simple, parce que en fait, vous avez toutes les informations pour pouvoir le faire à l'intérieur. Voilà. Et aujourd'hui, les professionnels sont fédérés donc, avec l'Union des SCOP, la Fédération française du bâtiment et Maisons paysannes de France, au sein de la Confédération de la terre crue, donc, qui est vraiment la structure nationale, le syndicat en fait, des constructeurs en terre crue, dont fait partie le collectif terre armoricain, qui est le réseau des professionnels du Grand Ouest, donc Bretagne, Pays de la Loire, Sud-Normandie, sur les professionnels de la construction en terre crue. Et encore une fois, si vous avez des questions sur le matériau terre et que vous souhaitez avoir des réponses, il ne faut pas hésiter à envoyer un mail au collectif aussi. Je vais vous donner l'adresse après. Voilà. Je vais passer rapidement là-dessus. Donc, c'est un projet de recherche qui est en cours pour faire avancer les sujets justement de normalisation pour faciliter la construction en terre, mais aussi on va dire le côté culturel, socioculture du matériau, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le plus gros frein, il n'est pas technique, hein, il est plutôt dans notre tête sur l'emploi du matériau terre. Et donc, ce projet-là doit permettre aussi de faciliter l'emploi de ce matériau à plus large échelle. Voilà. Et merci pour votre attention. J'ai essayé de speeder à la fin, je suis désolé. Il y aura tout un temps pour les questions après. Voilà. Merci à vous. Donc moi je suis architecte et ce que je vais faire ce soir, c'est vous présenter quelques exemples de retours d'expérience de chantier en terre crue. Ça fait une vingtaine d'années qu'on s'intéresse à ce matériau-là, qu'on le pratique, donc on commence à avoir un peu de recul. Et l'intérêt ce soir, c'est de vous présenter également des choses qu'on ne fait plus et pourquoi on ne le fait plus. Parce qu'on est passé par on a exploré beaucoup de techniques constructives en terre crue et aujourd'hui il y a des choses qu'on ne fait plus, et notamment qui rejoignent ce que disait Erwan sur la question de l'utilisation de liants hydrauliques comme la chaux ou le ciment par exemple. Mais avant ça, je voulais vous faire une petite introduction et commencer par un petit conseil cinématographique. Un film que j'ai vu il y a une quinzaine de jours à peu près, mais qui est magnifique. C'est une sorte de récit ethnographique de la paysannerie chinoise confrontée à la modernité. Et il y a notamment dans ce film-là, on y voit donc ce couple de paysans construire une maison en adobe en Chine aujourd'hui. Voilà, et c'est quasiment un cours de construction, de fabrication d'adobe, puis ensuite de construction d'une maison. Alors l'exemple qu'on montre souvent, qu'a montré Erwan, c'est la ville de Shibam au Yémen, qui prouve qu'on pourrait encore construire des immeubles de 20 étages en terre crue. Ça existe, la ville existe, et c'est un véritable exemple de ville réellement, ville verticale, réellement zéro carbone. Hein. Tout ce qu'on a essayé d'inventer depuis en ville zéro carbone, c'est pas vraiment zéro carbone. Autre exemple plus récent, c'est la ville nouvelle de New Gourna en Égypte, construite au tournant des années 1940-1952 par un architecte égyptien qui est un pionnier de la construction en terre crue au XXe siècle, qui est Hassan Fati, dont l'idée principale, c'est de proposer aux populations locales des techniques constructives qui peuvent facilement s'approprier avec un minimum de matériel. Et donc ce qu'on peut voir sur cette image-là, c'est des techniques de construction assez rudimentaires, mais très efficaces. La construction de coupoles sphériques. Et un peu plus en arrière, ce qu'on voit, c'est la technique de la voûte nubienne. Et donc, ces techniques-là qui ne recourent à aucun cintre bois, parce qu'il y a très peu de ressources en bois pour construire là-bas. Et donc, on construit essentiellement avec la terre, de la brique d'adobe, sans recours à du matériel coûteux ou complexe, avec un savoir-faire qui peut être appropriable facilement par les populations locales. Exemple français de construction en terre des années 1980, qui est un projet qui a été initié vers 1980, c'est le domaine de la terre à Villefontaine, près de Lyon. Donc il y a un ensemble de logements, de 65 logements sociaux, un projet pilote conçu pour démontrer qu'on pouvait encore aujourd'hui construire du logement, notamment du logement social, avec de la terre crue.
Exemple encore plus récent, qui pour moi est finalement fait partie des exemples les plus inspirants de ce qui se construit en terre aujourd'hui. Malheureusement, on n'arrive pas à faire ça en France aujourd'hui. C'est fait au Bangladesh. Et donc, on voit en fait résumé dans cette image-là un peu tout le processus de la construction qui part de la ressource disponible localement, la paille, le bambou, la force motrice de l'animal qui est utilisée au profit de cette construction-là. Donc pas de machinisme, et le mur qui se construit directement avec la ressource locale, le savoir-faire local, la main-d'œuvre locale, donc l'intensité sociale. Est-ce qu'il ne faudrait pas, en alternative, l'alternative que le modernisme aurait pu apporter, c'est des machines qui vont construire un bâtiment, ici un bâtiment public, c'est-à-dire une école, avec des populations locales qui regardent, sans rien pouvoir faire, le bâtiment se construire, et un bâtiment qu'ils ne pourront pas de toute façon utiliser parce qu'ils n'ont pas les moyens de payer ce type de bâtiment. Voilà. Donc là, c'est un exemple vertueux complètement, où on a tous les éléments vertueux de la construction, l'intensité sociale, la faible énergie grise, le zéro carbone, la ressource locale, etc., etc., etc. Et en plus, un bâtiment qui est beau, et en plus un bâtiment qui est agréable à vivre, ce qui n'est pas rien. Et maintenant, je vais vraiment vous montrer quelques exemples pour ma part, dans un ordre particulier qui est un ordre chronologique de nos expériences. Premier exemple, c'est l'école de la Chevaleraie, donc dans le 44, au nord de Nantes, située sur cette ligne du canal de Nantes à Brest, où on retrouve beaucoup de constructions en terre tout le long de ce canal. Sans doute dû à la ressource qui a pu être extraite du canal. Et ce que vous voyez sur cette image-là, c'est la ressource, c'est celle-là. Première couche en surface, c'est la terre végétale, donc celle-là, on ne l'utilise pas pour la construction. Il y a les vers de terre, il y a les racines, etc. Donc cette terre-là, on la met de côté, elle sert à autre chose, elle ne nous sert pas. Elle sert aux agriculteurs, elle sert aux maraîchers, mais elle ne nous sert pas pour la construction. La ressource qu'on utilise, c'est celle qu'on voit juste en dessous. Voilà, il y a une limite, on voit à peu près ici entre une terre un peu plus brune et en dessous une terre beaucoup plus jaune. Voilà, c'est la terre qui est jaune, donc où il n'y a plus d'éléments organiques, presque plus. Et par contre, on a de l'argile, du sable, du gravier, toute une composition minéralogique. Et c'est cette terre-là qu'on utilise pour la construction. Et elle est, sur ce chantier-là particulièrement, extraite directement du chantier, des fouilles. On la met de côté, on la réutilise sur le chantier. On a fait un tas. Le tas, là, on a mis de la chaux. Alors, quand une entreprise n'est pas très sûre d'elle-même, son premier réflexe, je mettrai un peu de chaux, un peu de ciment, au moins je suis sûr de moi. Mais en fait, c'est une très mauvaise idée. Et Erwan l'a prouvé. C'est une très mauvaise idée non seulement pour des questions énergétiques, mais également pour une question pratique et technique. C'est qu'à la fin, ça ne fait pas des très bonnes briques, ça ne fait pas des très bons mortiers, ça fait des choses qui ne vieillissent pas très bien. Voilà, le malaxage est aussi là, du coup, manuel avec un peu de mécanisation au motoculteur. Une phase de tamisage de cette terre. Sur ce chantier-là, ce qu'on a mis en œuvre, c'est des blocs de terre comprimés. Donc c'est une technique où la terre est compactée mécaniquement, elle est assez sèche, un petit peu humide, avec ici une machine qui est une presse semi-automatique qui a un plateau tournant qui permet d'enchaîner le moulage-démoulage, de sortir la brique une fois compactée, de la mettre à sécher. Elle est facilement manipulable, très vite manipulable en sortie de machine, donc on peut la mettre sur palette tout de suite, et elle finit tranquillement par sécher en quelques semaines avant d'être mise en œuvre. Voilà. On voit donc l'ossature bois qui vient d'être monté. On n'a pas encore le toit, mais on essaie quand même de voir ce que ça donne. On a bien préparé notre coup sur le format des briques, le format d'ossature bois, pour que les écartements d'ossature bois coïncident bien avec l'agencement des briques, pour éviter d'avoir trop de coupes à faire sur les briques. On vérifie que ça marche, et ensuite on monte ces briques-là dans l'ossature bois. Donc la brique n'est pas porteuse, là c'est l'ossature bois qui est porteuse. La brique va apporter
de la masse, de l'inertie dans le bâtiment. On va compenser le manque d'inertie d'un bâtiment en ossature bois, qui est très léger. Et donc, on l'a fait pour ça, c'est-à-dire pour apporter vraiment l'inertie thermique au bâtiment. On monte ces briques-là avec des joints qui, ici, sont des joints avec un mélange terre et chaux. Encore une fois, la chaux, c'est une très mauvaise idée. En fait, la chaux, on se rend compte par expérience, après quelques années, que finalement, c'est la jonction entre la brique et la chaux va avoir tendance un petit peu à fissurer. Le mortier avec de la chaux va un petit peu avoir tendance à éclater. Donc, c'est une très mauvaise idée. On pourrait faire uniquement ces briques-là avec que de la terre, et les joints avec que de la terre, sans chaux, ça serait beaucoup mieux. Voilà le résultat dans les classes. Et donc, ce que disait Corentin, c'est effectivement la chose inexplicable, mais qui est difficile à dire, ni à démontrer scientifiquement, ni à expliquer oralement, c'est la qualité d'ambiance, la qualité du ressenti qu'on a dans des ouvrages qui sont construits avec de la terre crue. Et il faut vraiment le vivre pour le comprendre. C'est quelque chose de très sensoriel. Et c'est notamment, enfin voilà, l'un des résultats attendus qui s'est vraiment produit sur cette école-là, c'est vraiment une qualité de ressenti qu'on n'a nulle part ailleurs. Autre exemple qui vient un petit peu après, donc l'école de la Chevaleret, on est entre 2006 et 2009. Là, on est plutôt vers 2010-2013. Donc le pôle espace vert et naturel de la ville de Bougnay. Donc là, on est sur des bâtiments qui sont des bâtiments publics, hein, une école. Ici, c'est un centre technique municipal, un pôle espace vert. Donc c'est des bâtiments commandés par une collectivité. La transposition se fait à l'habitat directement. L'idée sur ce bâtiment-là, c'était d'utiliser la ressource qu'on avait sur place. À Bougnay, la ressource qu'on a, alors quel que soit le chantier, la ressource abondante qu'on a, c'est la terre déjà. Et sur une commune comme Bougnay, commune de bord de Loire, avec des zones de marais, c'est le roseau et l'osier. Et donc on a fait des tentatives et des prototypes avant de se lancer, de confirmer le choix de conception de différentes façons d'agencer ces matériaux-là. Et notamment, in fine, un principe de venir coffrer dans une ossature bois, coffrer entre des nattes de roseau et d'osier de la terre crue, avec plein d'essais qui n'ont pas marché, au décoffrage, des efforts assez importants qui sont apportés sur les nattes de roseau et d'osier qui les déformaient. Et donc la technique qui a été mise en œuvre, in fine, c'est une sorte de compromis où on a toujours notre ossature bois, le remplissage de cette ossature bois avec de la terre qui est maintenue par des nattes d'osier et de roseau, et au moment du coulage, là où la terre exerce le plus de pression, qui aurait trop poussé sur les nattes de roseau et d'osier, on a mis des banches aérées. Ce qu'on voit ici, c'est cette armature de bois recouverte d'un métal déployé, des banches aérées, tout simplement, parce que contrairement au béton de ciment, quand vous coffrez du béton de ciment, le ciment, il durcit en présence d'eau. La terre, elle, ne va durcir qu'au séchage avec l'air. Donc si on met des banches fermées avec de la terre ne sèche jamais. Donc pour qu'elle commence à sécher et qu'on ait un jour l'espoir d'enlever les coffrages, il faut que les coffrages soient aérés. Et donc c'est ce qu'on a fait ici. On laisse suffisamment sécher la terre à travers les coffrages aérés. Une fois que c'est suffisamment sec pour que les nattes d'osier et de roseau tiennent la terre, on enlève les coffrages et on continue. On vient juste un petit peu marteler la surface pour chasser les bulles d'air, faire remonter un peu la terre à la surface et que la terre s'agence bien dans les murs. Une fois qu'on enlève ces coffrages, on le voit ici à droite qui est encore en place, et à gauche, il vient d'être enlevé. On vient réalimenter le mur en terre pour égaliser la surface, homogénéiser la surface avec un peu de terre. Et en finition, on a ça. Plutôt que de faire un enduit qui vient couvrir entièrement les roseaux, la lausier en l'occurrence, on vient juste mettre suffisamment de terre pour laisser transparaître l'osier. Donc ça, c'est un ouvrage qui a été réalisé dans des locaux qui servent pour le personnel des espaces verts de la ville de Bougnay et pour la partie bureau. Donc on voit ici dans ce hall, tous ces murs à droite à gauche sont
en osier avec de la terre crue. Et dans l'épaisseur du mur, on est en terre crue coulée. J'avance encore un peu dans le temps, donc là on est plutôt vers, juste après, on est plutôt vers 2014-2015. Alors, projet d'une école, l'école Félix Leclerc à Bouvron. Donc, si je reviens rapidement en arrière, on ne voit pas que c'est une école avec de la terre crue, c'est un bâtiment, une sorte de grand hangar métallique avec de l'ossature bois, très efficace, bien orienté, etc., qui répond à pas mal de sujets. Et puis, c'est ce qui nous permet derrière d'utiliser au maximum la ressource qu'on a sur place, c'est-à-dire la terre, qu'on a extraite directement du chantier, mis de côté. Et ensuite, on a mis en place un chantier terre. Alors ici, on a également associé, bien sûr, les enseignants, les enfants, qui se sont associés dans leur programme pédagogique pour que les enfants soient sensibilisés aux matériaux terre avec l'entreprise qui est intervenue sur le chantier. Donc qui a pu montrer aux enfants ce que c'est que la terre crue, ce qui permet de démythifier auprès d'un public jeune la fameuse maison des 3 petits cochons en terre crue. Voilà, ils savent ce que c'est, ils vont même après l'expliquer à leurs parents. Chantier ici de fabrication de briques d'adobe. Alors c'est un moment où on a arrêté de faire du bloc de terre comprimé. On s'est rendu compte que finalement ça n'apportait pas grand-chose. Plusieurs raisons. D'une part, que les terres qu'on a dans le secteur ne sont pas forcément bien adaptées pour fabriquer des blocs de terre comprimés. Raison pour laquelle il faut souvent lui ajouter un peu de chaux ou un peu de ciment, parce que sinon il y a un problème de cohésion. Donc, on s'est dit, bon, on va plutôt aller vers l'adobe, et l'expérience montre qu'en fait, les chantiers d'adobe, c'est beaucoup plus rapide que les chantiers mécanisés avec de la machine, hein. Et ça crée des briques beaucoup plus intéressantes d'aspect, puisque les blocs de terre comprimés sont très régulières, très raides, avec des arêtes très nettes, ce qui n'est pas forcément ce qu'il y a de plus joli, en fait. Et les briques d'adobe, on peut facilement y mettre de la fibre, ce qu'on ne met pas dans des blocs de terre comprimés. Et pour moi également, c'est un intérêt, cette fibre-là, c'est que plus on va associer la fibre à la terre, plus le résultat aura un effet, comme expliquait Corentin, un effet hygrothermique. Plus on aura un effet de régulation thermique d'été et d'hiver. Ce processus d'évaporation, de condensation va être beaucoup plus fort quand on a de la fibre que quand on n'en a pas. Et donc, tout l'intérêt de faire des briques d'adobe comparativement aux blocs de terre comprimés. Et aujourd'hui, on ne fait plus de blocs de terre comprimés, on fait tout le temps de l'adobe, c'est beaucoup plus pertinent. Donc les murs qui ont été réalisés dans cette école-là, dans ce grand bâtiment qui fait à peu près 1800-2000 mètres carrés, c'est une technique mixte. Voilà, on s'amuse à trouver les bonnes techniques à chaque fois qui répondent à des enjeux qui peuvent être des enjeux de séchage, des enjeux d'organisation de chantier, et de trouver vraiment la juste place de chacune des techniques. Donc ce que vous voyez en partie basse, on commence au sol par une première levée qui est en rapport au sol par rapport à la question d'humidité en béton de schiste expansé, donc on n'est pas sur de la terre crue. Mais dès les premiers centimètres, ensuite on commence avec une bauge. Donc c'est vraiment la technique de la bauge qu'ont expliqué Corentin et Erwan, qui est une bauge coffrée. C'est-à-dire qu'on a mis en place la terre dans un état semi-humide, semi-plastique, dans des coffrages qui sont des coffrages en bois, en panneaux de bois. Arrivé à une certaine hauteur, qui est la hauteur tout simplement à laquelle on doit implanter les appareillages électriques, on arrête la première levée le temps qu'elle sèche. Entre le moment où on commence le chantier d'un côté et puis à l'autre bout, une fois qu'on arrive à l'autre bout, le démarrage est sec. Et on peut faire ce rang de briques qui incorpore les appareillages électriques. Une fois que c'est fait, on commence la deuxième levée. Et on finit par 2 rangs d'adobe
Alors, il n'y a pas une raison particulière pour laquelle il y a 2 rangs plutôt qu'un. C'est une question aussi d'avoir à utiliser toute la matière qu'on a produite, peut-être parfois un peu trop. Donc, on avait besoin d'utiliser ces briques d'Adobe. Et en tout cas, ça permet de terminer ce mur en terre sous la dernière lisse bois sans qu'il y ait de retrait. Le retrait, c'est-à-dire que la terre se déforme. Plus la terre est humide, plus elle va se déformer au séchage et créer des fissurations. Et donc si on avait fait un mur en bauge d'une seule hauteur jusqu'à la lisse horizontale en bois, après séchage, on aurait eu un trou qui serait apparu de quelques centimètres, environ 5 centimètres, facilement. Donc la brique finit par faire quelque chose de net qui ne va pas avoir de retrait, puisque la brique elle est déjà sèche quand on la met en œuvre. Voilà un compromis qui nous amène à faire une sorte de technique mixte qui permet de résoudre tout un tas de questions qu'on peut se poser, tant d'organisation que de résultat final. Ce que vous voyez, les fentes verticales, c'est tout simplement des fentes qui ont été faites manuellement à l'outil pour canaliser les fissures qui allaient nécessairement se produire. On a un retrait qui se fait dans toutes les directions, en largeur, en hauteur. En hauteur, ça se tasse, donc ça aurait pu produire un vide en partie haute. Et en largeur, ça crée des fissurations qui vont être plus ou moins verticales. Et là, on fait en sorte de les canaliser. On fait des traits bien verticaux qui tombent pile en face des ossatures bois, puisque la fissure va se produire exactement là où il y a une ossature bois. Et donc, ça fait que cette fissure-là, elle est canalisée et donc elle ne se propage pas de façon anarchique. On voit le résultat final dans une classe. Donc là, on a un mur en terre qui est en fond de classe. Je reviens encore sur mon idée qu'il y a des choses qu'on ne fera plus. Et il y a des choses qu'on ne fera plus ici, c'est l'enduit qu'on a fait en soubassement. On a porté une mauvaise réponse à une question qui nous a été posée de la part de notre maître d'ouvrage, du client, la ville de Bouvron, qui craignait que la terre soit trop fragile en partie basse vis-à-vis de l'usure et de l'abrasion par les enfants. Et donc, avec l'entreprise, on a fait un enduit qui est un mélange terre et chaud. C'était une très mauvaise idée. D'une part, parce que l'échange hygrothermique est moins bon. Et c'est surtout pas ça la mauvaise idée. C'est que finalement, ce matériau-là va être terre plus chaud, va être beaucoup plus dur que le matériau terre si on n'avait pas mis de chaud. Et donc, plus un matériau est dur, plus il est cassant. Donc, en réalité, la problématique, la préoccupation de rendre le matériau plus dur fait que ce matériau devient plus cassant. Et donc les arêtes se cassent plus facilement. Et une fois que les arêtes sont cassées, c'est beaucoup plus difficile à réparer qu'une terre brute sans chaux et sans ciment. La terre en œuvre est assez malléable, donc quand il y a un choc, elle encaisse facilement le choc sans se casser. Quand on a un enduit à la chaux, quand il y a un choc suffisamment fort, l'enduit se casse. Quand on fait un raccord sur un enduit avec de la chaux, le raccord se verra toujours. Quand on fait un raccord sur la terre, pour peu qu'on utilise la même terre, le raccord ne se voit pas. Un petit coup d'éponge et ça ne se voit plus. Donc voilà, donc c'est des choses qu'on ne refera plus. Et en tout cas, maintenant, on sait comment l'argumenter auprès d'un maître d'ouvrage pour lui expliquer que c'est une mauvaise idée de rajouter de la chaux et ça n'a que des inconvénients. En entretien, la terre, c'est très simple parce que quand bien même il y a un moment, un peu de casse, ça peut arriver, le raccord se fait très facilement. Il suffit d'avoir un petit peu de terre de côté et si on n'en a plus, de creuser un peu dehors pour récupérer un bout de terre et puis c'est bon, on colmate très facilement. Donc là, ce qu'on peut voir, voilà, c'est dans les circulations, donc ces murs en terre, on voit de près la texture qui est assez belle de ces murs en bauge, donc terre et paille. On a à peu près utilisé 130 tonnes de terre sur ce projet-là. Donc ça représente des volumes importants et ça se ressent réellement. C'est une école qui aujourd'hui est très visitée. Hein. La commune de Bouvron pourrait mettre une personne à mi-temps rien que pour faire les visites qu'ils ont tous les ans sur cette école-là. Et quelques petits ouvrages aussi assez intéressants dans les classes maternelles, des petits igloos en terre, construits donc en briques, en adobe, en terre crue. Donc là, il n'y a pas de liant, il n'y a pas de liant autre que l'argile, il n'y a pas de chaux, il n'y a pas de ciment. Donc avec des petites coupoles sphériques en terre,
qui servent d'espace de temps calme où les enfants peuvent aller se reposer, lire. Et donc, c'est des espaces très appréciés par les petits. Encore, là, j'avance un peu dans le temps. Là, chantier réalisé, terminé en 2018, qui a déjà fait l'objet cette maison-là d'un exposé ici même, qu'on peut retrouver dans les vidéos en ligne, qui est une maison qui est tout simplement ma maison. Voilà, donc que je vis depuis 4 ans, ou plus de 4 ans, avec tous les épisodes, notamment de canicule qu'on a pu vivre, et donc qui font la démonstration de l'efficacité de la terre crue, notamment dans des épisodes caniculaires. Et donc là où on n'a pas de problème de surchauffe, je peux vous le garantir. Donc la ressource, elle est là. C'est la terre qu'on a sur place. Donc vous voyez toujours en surface, là, sur une vingtaine de centimètres, la terre organique qu'on met de côté, qui n'est pas utilisée. Et puis là, on a 2 mètres de hauteur, parce que cette maison-là, elle est construite à cheval entre un terrain qui est 2 mètres, qui est 2 mètres au-dessus de la rue. Et donc, il y a une partie importante de terre à extraire. Voilà, on voit ici dans la coupe, on voit à droite côté jardin et à gauche côté rue. Donc, il y a un peu plus de 2 mètres de dénivelé. Et donc, tout ce qu'il y a entre les deux, c'est de la terre qu'on a extraite. On a extrait environ 200 mètres cubes de terre, mais on n'en a utilisé finalement qu'à peine 20 mètres cubes. C'est très peu. L'intérêt du matériau de terre, c'est transformable avec un matériel très rudimentaire qu'on peut fabriquer soi-même, sans problème, en autoconstruction. Là, tout simplement, tamisage avec des palettes récupérées du chantier et puis du grillage à poules. Et ça permet de faire une terre qui est suffisamment bien calibrée pour fabriquer des briques, des adobes. Pour la transformation, un petit moule avec les mêmes palettes, avec un peu de récupération de panneaux de chantier pour que ça soit un peu plus lisse. Un seau d'eau et c'est parti. Voilà. Et là, ça va très très vite. J'étais quand même assez sidéré de la vitesse à laquelle ça allait quand je comparais à ce premier chantier que je vous ai montré en bloc de terre comprimé, qui nécessite, on va dire, qui astreignait des personnes de façon beaucoup plus importante et qui allait beaucoup moins vite. Ça va très très vite, on les aligne au sol, on laisse suffisamment sécher avant de les manipuler pour ensuite les mettre sur le côté, les ranger pour qu'elles finissent de sécher tranquillement. Et là, j'ai fabriqué les briques directement sur le chantier, au pied des murs sur lesquels j'allais les monter. Et ensuite, ces briques-là sont montées dans les murs ossature bois. Ici, mur porteur, mais pas extérieur. L'extérieur est isolé avec du béton de chanvre, avec un enduit terre. Là, on ne voit pas l'enduit terre, mais enduit terre avec la même terre. La seule différence, c'est qu'elle est tamisée un peu plus fin, avec un peu de fibre. C'est tout. Les joints sont faits avec un mortier de terre, exactement la même terre, tamisée un peu plus fin que les briques, sans chaux, sans ciment. 2 formats de briques. L'intérêt de l'adobe, c'est que les moules se fabriquent facilement, donc on peut faire toutes les dimensions qu'on veut. Il n'y a aucune contrainte. Comme la brique industrielle qui a des formats standardisés, il n'y a aucun format standard. Donc on ajuste le format de la brique à son projet de construction. Donc là, dans la partie séjour, c'est briques de terre avec une partie ajourée qui permet tout simplement que la chaleur du poêle puisse traverser le mur, remonter par la cage d'escalier qui est juste derrière et puis aller chauffer l'étage. Donc il n'y a pas d'autre chauffage que ce poêle à bois pour l'ensemble de la maison, qui fait à peu près 140 mètres carrés habitables. Oui, voilà. Et je termine là par la dernière expérimentation en date qui date de l'été dernier. Donc là, encore une fois, c'est de l'autoconstruction. C'est une expérimentation, une petite expérience de petit abri en terre porteuse. Tout ce que je vous ai montré jusqu'ici, la terre n'est pas porteuse. Voilà, on est très frileux aujourd'hui, pas nous, mais dans le contexte normatif et assurantiel, pour construire des bâtiments en terre porteuse. Il y a plein d'exemples pourtant on sait que ça marche, mais le frein, c'est l'assurance. Et donc voilà, abri expérimental en terre porteuse, utilisation des ressources que j'avais sur le terrain, c'est-à-dire la pierre, donc je suis à Nozay, donc la pierre du schiste, la pierre bleue qu'on appelle là-bas, qui est abondante, qu'on retrouve en creusant, on creuse un peu le sol, on en trouve.
et donc que j'ai réutilisé pour faire les fondations du bâtiment et les premiers hauteurs de soubassement montés avec un mortier de terre, tout simplement. Donc strictement avec tout ce que j'avais sur place. Petite concession quand même à la modernité, c'est la rase étanche pour éviter que l'eau du sol ne remonte dans les murs par capillarité. Donc j'ai fait une arrase étanche. À partir de cette arrase étanche, donc là le mur, on n'est pas encore sur des murs en terre, on est sur des soubassements en pierre et terre. Voilà, là on commence à monter des murs en terre avec des briques de terre qui sont préalablement fabriquées. Donc on voit le tas à droite, en haut à droite, le tas de briques de terre fabriquées en amont. Briques, encore un format très particulier, voilà, qui correspond exactement aux besoins de ce petit ouvrage qui fait 3 mètres par 3 mètres. Et donc, pour ne pas m'embêter à devoir couper des briques et faire des assemblages, voilà, ça correspond exactement à tout mon calpinage. Et c'est tout simplement des techniques traditionnelles de maçonnerie de petits éléments, où on a des briques dans différents sens, en boutisse, en paneresse, qui permettent d'avoir une maçonnerie solide, toutes les pierres se croisent. Et le remplissage à l'intérieur du mur est fait avec de la terre allégée, un mélange de terre et chanvre. Alors c'est juste un abri de jardin, donc il n'y a pas de contrainte de problématique assurantielle, hein. Si ça tombe, c'est pas grave. La maçonnerie monte, maçonnerie traditionnelle, donc on recourt à exactement la même technique que les maçonneries anciennes, c'est-à-dire petit linteau monolithique en schiste, arc de décharge pour soulager le linteau qui est un peu fin, et ensuite on monte voilà, tranquillement avec ces briques. Pour s'amuser, on se fait une petite coupole en terre à l'intérieur. Là, j'ai juste fait l'amorce à ce moment-là de la coupole pour pouvoir terminer les pignons et la toiture, pour pouvoir la mettre hors d'eau très rapidement et ensuite terminer la coupole une fois que c'est hors d'eau. Voilà, charpente, rempanage. Un petit zoom sur l'amorce de cette coupole-là. On fait juste le minimum de façon ensuite pour finir la maçonnerie générale. Et ensuite, on peut couvrir. On est hors d'eau, c'est bon, on peut travailler à l'intérieur sans problème. La terre, vous voyez, c'est juste le trou qui est fait derrière. Hein. Le trou qui est fait juste derrière le bâtiment là, c'est la terre que j'ai utilisée directement pour construire ce petit ouvrage. La petite coupole en terre à l'intérieur, elle n'est pas encore finie, j'attends l'été pour me remettre sur la finalisation de la coupole. Ouvrage extrêmement rudimentaire, facile à faire, avec très peu de moyens, pas de cintre, pas de coffrage en bois ni quoi que ce soit, juste une perche articulée au centre de la sphère qui permet de positionner l'une après l'autre les briques qui se tiennent tout seuls. Et une fois que c'est fait, la coupole tient toute seule, il n'y a pas de problème particulier. Pour illustrer en fait la principale problématique géométrique de ce type d'ouvrage, la coupole sphérique sur un plan carré implique un élément de raccord entre le carré et la sphère, ce qu'on appelle un pendentif. La coupole que je vous montrais tout à l'heure dans l'école de Bouvron, c'était une coupole sphérique sur un plan circulaire, donc bon, rien de plus facile. Là, c'est un peu plus difficile, mais bon, c'est pas compliqué non plus. Hein. C'est ce qu'on appelle la coupole sur pendentif. Voilà, vue d'un peu plus grand angle pour vous montrer un peu la grosse moitié de cette coupole-là. Il reste, on va dire, tout le centre à terminer. Et ça crée un ouvrage entièrement en terre. Il n'y a rien de rapporté autre que la terre dans l'ouvrage. Et un jour, on fera peut-être une maison comme ça. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup à vous trois. Merci d'avoir pu nous montrer justement toute la richesse et la diversité des pratiques. J'espère que ça vous a permis de comprendre que c'est possible de construire en terre. Comme promis, le temps est arrivé pour les questions, donc n'hésitez pas, on est très nombreux ce soir, on est ravis d'ailleurs d'avoir autant de monde, ça montre que le sujet intéresse beaucoup. Donc on vous propose un petit temps de questions-réponses avant de vous proposer de poursuivre le débat autour d'un petit verre. La seule chose, c'est qu'on va devoir vous donner un micro pour qu'on puisse bien entendre lors de la captation. Merci. J'ai une question sur l'impact du climat. Est-ce que le climat impacte beaucoup
est-ce que le climat impacte beaucoup la solidité d'un bâtiment? Parce que vous avez montré, c'est au Yémen, là, où c'est la ville qui est toute en terre. Et est-ce que ça peut changer? Parce que on a des cours en école d'architecture sur les techniques sur la terre. Et par exemple, le Pisé, ils nous ont dit qu'en Bretagne, c'était difficilement faisable. Et donc, ça veut dire qu'il y a des techniques plus adaptées à certaines régions. Donc, je me demandais à quel point le climat impacte les techniques. Je commence, tu compléteras. Alors, pourquoi on ne fait pas de Pisé en Bretagne? Ce n'est pas une question de climatique, c'est une question de ressources en terre. La ressource en terre n'est pas adaptée pour faire du Pisé, tout simplement. Voilà, c'est des terres très particulières. Le Pisé, on ne les retrouve pas par ici, on les retrouve plutôt dans la région de Lyon et de Grenoble. Donc, il y a climatique. À part construire, effectivement, ce qu'il ne faut pas faire, c'est construire en terre dans une zone qui est inondable, parce qu'effectivement, la terre, une fois qu'elle est immergée dans l'eau, ça ne marche plus. Par contre, l'érosion par l'eau de ruissellement, ça ne pose aucun problème pour la terre crue. Ça crée une petite érosion de surface qui se fait rapidement et après, ça n'évolue pas ou très peu. Néanmoins, effectivement, la plupart des patrimoines en terre, comme tous les patrimoines bâtis, quels qu'ils soient, nécessitent un minimum d'entretien. Voilà. Et donc, c'est ce minimum d'entretien qu'il faut faire régulièrement. Ce n'est pas tous les 15 jours, hein, je vous rassure, c'est tous les 10 ans, 20 ans, 30 ans. Voilà. Oui, une petite précision par rapport à la résistance mécanique. En fait, plus le matériau va être sec, plus on est dans un climat sec, et plus on a une cohésion qui est importante. C'est l'effet de la succion, peu importe. Donc, en fait, on va avoir les immeubles qu'on a vus à Shibam. Avant de les construire en Bretagne, on vérifierait un petit peu la résistance mécanique dans ce contexte breton. Et par rapport à la convenance des terres, en fait, là, il y a une différence de terre, mais il y a aussi une différence de teneur en eau du matériau au moment de l'extraction. Quand on veut sortir de la terre pour faire du pisé en Rhône-Alpes, les terres sont relativement sèches. On rajoute un petit peu d'eau, on a la bonne teneur en eau pour compacter. Par contre, en Bretagne, la terre souvent est trop humide et c'est toujours plus compliqué de sécher un matériau sur le chantier que de l'humidifier. Et donc, on pourrait éventuellement faire du pisé avec les terres en Bretagne, pourquoi pas, sauf que le problème, c'est que les terres sont souvent trop humides. Donc, bon, après, des questions de convenance aussi des terres. Les terres pour le pisé sont souvent avec des granulats qui sont roulés, qui compriment bien, c'est plutôt dans les plaines alluviales, alors que les terres qu'on trouve en Bretagne, c'est plutôt des altérites de roches sur place, quoi, donc qui ne sont pas forcément très roulés. Du coup, moi j'avais une question par rapport à comment on sait qu'on ne peut pas faire n'importe quelle technique avec n'importe quelle terre. Comment, en tant qu'architecte, on prend ça en compte lors de la conception? Est-ce que on va jusqu'au point de rechercher la terre qu'il nous faudra avant de concevoir le projet, ou il y a un entre-deux qui est possible? Je vais dire le côté maçon et puis après côté archi. Alors, ça dépend déjà le type de projet. Quand c'est des gros projets, on va dire des bâtiments publics, au sein du collectif, en tout cas, on propose d'accompagner les aménageurs ou les constructeurs de bâtiments publics, les architectes, très en amont en fait, avant même le principe de conception de l'ouvrage. En fait, l'idée c'est de faire un diagnostic de la ressource en place. Parce que si ça se trouve, effectivement, c'est du caillou. Peut-être qu'il faut que tu remettes en question le principe même de construire en terre, si ça se trouve, à l'endroit où tu es. Dans tous les cas, généralement en tout cas, nous, on trouve toujours de la terre quand on a des petits chantiers. On trouve toujours de la terre à 5-10 km du projet où on est. Après, pour utiliser la terre de site, effectivement, faut faire venir un spécialiste qui sait reconnaître la matière un minimum. Ça, c'est un peu inévitable. Après, par contre, la matière, elle va peut-être pas forcément, c'est ce que je disais avant, elle va peut-être pas forcément convenir à exactement ce que tu veux faire. Nous, on va pouvoir te dire, en fait, oui, il y a de la cohésion, il y a un potentiel d'emploi de ton matériau, tu vas peut-être pouvoir construire en terre avec. Et après, on va te dire, peut-être que ce sera plus facile de faire telle technique, peut-être plus dur de faire telle autre. Il faut bien comprendre que oui, tu pourras faire quasiment toutes les techniques avec n'importe quelle terre, sauf que en fait, c'est le temps que ça va te prendre. Faire du pisé avec de la terre qui colle aux chaussures, ouais, effectivement, il va falloir que tu mettes de la chaux, tu viennes rajouter tout un tas de trucs, et ça, c'est le temps, c'est de l'argent aussi, et donc du coup, ça va te coûter plus cher. Faire du torchis avec une terre avec plein de cailloux, il va falloir que tu tamises tout, ça va être l'enfer.
on va te dire peut-être faut pas faire ça avec cette terre-là, quoi. C'est ça. Mais oui, après, faut qu'il y ait un regard un minimum, je pense, compétent pour venir tester la matière. Mais en fait, ce diagnostic ressources, on pourrait aussi le faire dans le réemploi en général des ressources sur un territoire, de la fibre aussi, de la terre, mais quand on déconstruit un bâtiment, se poser la question de comment on emploie les matériaux, etc., ça peut être une question aussi plus large que juste sur la terre. Tout simplement, nous, quand on intervient sur un projet, on essaie toujours de récolter d'une façon ou d'une autre un peu de terre du site. Soit, si on est aidé par le maître d'ouvrage qui peut nous amener une mini-pelle, on fait des trous, etc. Soit on vient avec une tarière, on creuse jusqu'à 80 cm et on voit grossièrement ce qu'il y a dedans. Ce n'est pas suffisant pour avoir une assurance totale de ce qu'on peut faire, mais en tout cas, ça donne une très bonne indication. Et puis, il y a les cas où on ne peut vraiment pas faire de terre, et il n'y en a pas beaucoup, en fait. Le cas le plus qu'on commence quand même pas mal à retrouver, c'est les terres polluées. Avec cette terre-là, on ne peut pas construire parce que voilà, c'est des mélanges pollués de terre qu'il ne faut pas mettre en contact avec les usagers. Donc ça, c'est un problème de terre qu'on retrouve non seulement en milieu urbain, mais même en milieu rural, dans le vignoble, par exemple, qui a des terres très polluées au cuivre et à l'arsenic. Mais je suis en général assez confiant parce qu'il y a des techniques comme l'Adobe, par exemple, qui finalement peut convenir à beaucoup de terres différentes. Et puis ensuite, on va doser avec plus ou moins de fibres pour avoir on va dire, le résultat optimal. Donc finalement, à part les terres polluées, ça ne m'est jamais arrivé de me dire « Ah ben non, finalement, cette terre-là, on ne pourra rien en faire ». Ça ne m'est jamais arrivé. J'apporte un tout petit complément par rapport à ça. Au sein du collectif Terre armoricain, on propose des accompagnements pour justement identifier les techniques qui sont utilisables avec des terres locales. Donc on fait une analyse de l'étude géotechnique. À partir de là, on identifie des couches qui potentiellement ont un intérêt pour la construction en terre. Et ces terres sont excavées et ce sont les maçons, donc des sachants, qui vont travailler ces terres et voir quelles sont les techniques qui sont les plus faciles à mettre en œuvre. C'est une question de facilité, pas une question de résistance mécanique. Je vais poser la question, c'est peut-être très spécifique, mais est-ce que la construction en terre nécessite forcément d'avoir de l'argile dans les sols et d'avoir des sols qui sont du coup un peu âgés? Puisque je pose la question puisque je viens d'une île où les sols sont plutôt jeunes et où on n'a pas forcément d'argile dans les sols, et je me demande si du coup la construction est faisable en terre dans ces régions-là où vous n'avez peut-être pas la réponse à ça. Alors en fait, l'argile, elle est quand même assez importante dans le sol. Il faut qu'il y ait un peu d'argile parce que les argiles ont la particularité d'être légèrement chargées électriquement. Et c'est ce qui va permettre, en lien avec les molécules d'eau, d'apporter de la cohésion. C'est une interaction chimique, enfin électrique. Donc en fait, avoir un petit peu d'argile dans le matériau, c'est ce qui va permettre de piéger un peu d'eau et d'avoir cette cohésion dans la matière. On peut avoir de la cohésion dans la matière avec des matériaux qui sont très très limoneux, avec peut-être très peu d'argile. Pas d'argile, je ne sais pas. Je ne sais pas si vous connaissez des matériaux sans argile qui tiennent, mais moi j'en ai jamais vu. Mais même éventuellement très peu d'argile et un peu de limon, parce que les limons vont avoir la particularité de créer des toutes petites porosités qui vont emprisonner de l'eau. Alors je fais la parenthèse, en fait on peut faire le parallèle avec le château de sable. Quand on fait un château de sable sur la plage, vous savez pertinemment qu'à un moment on arrive à mouler un château de sable parce qu'on a la bonne teneur en eau, mais qu'au bout d'un moment, s'il sèche trop, le château va s'effondrer parce qu'il n'y aura plus cette eau. Il faut qu'il y ait des porosités très petites et des argiles pour emprisonner de l'eau dans la matière, pour permettre de maintenir cette cohésion sur le très long terme. Le château de terre, ça marche. Vous avez vu la muraille de Chine, ça marche. Le château de sable, ça ne marche pas. Donc, des argiles, c'est vrai que c'est pas mal d'en avoir. Sans argile, moi, j'y regarderais de près. Vous avez parlé de la qualité thermique et hygrométrique de la terre, et je voulais savoir ce qu'en était de la qualité acoustique et de la qualité sonore dans les espaces. C'est un vaste sujet parce que derrière la qualité acoustique, il y a plein de choses très différentes. Il y a la question d'isolement, il y a la question du confort d'ambiance, et c'est des choses qui n'ont pas du tout les mêmes réponses. Si vous voulez avoir de l'isolement acoustique, vous allez plutôt avoir de la masse
peut être associé avec du ressort. Si vous voulez avoir de la correction d'ambiance, par exemple comme des panneaux acoustiques en plafond, vous allez plutôt avoir de la porosité. Donc la question, pour moi, je ne suis pas acousticien parce que c'est un domaine extrêmement complexe. L'acoustique n'est pas en soi liée au matériau terre, mais est liée à la façon dont le matériau terre est utilisé, avec quelle porosité, quelle masse. Voilà comment je ne pourrais pas en dire plus parce que c'est vraiment trop complexe. Rapidement, il y a eu une étudiante en architecture qui a fait une thèse justement sur la partie acoustique, ici à l'école d'architecture de Nantes, ça s'appelle Martha Miranda. Et ce qu'elle a montré, c'est ce que tu viens de dire en fait, c'est que la terre en soi, elle n'a pas des propriétés acoustiques performantes. C'est vraiment le fait de l'utiliser en masse pour faire de l'isolement, ou alors de travailler sur des textures avec des fibres, ou de mettre des résonateurs dans la terre qui vont permettre d'apporter un confort acoustique. Cela dit, elle a fait aussi un travail de perception acoustique des salles de classe, notamment les salles de classe, celles de Bouvron, celles qui ont été présentées ici. Et ce qui ressort de son travail, c'est qu'il y a une perception plus positive des salles dans lesquelles il y a la terre crue par rapport à des matériaux conventionnels. Aujourd'hui, on ne sait pas expliquer pourquoi. C'est peut-être lié à d'autres phénomènes qui sont liés au récit autour du matériau, la manière dont le matériau a été mis en œuvre, le fait que le matériau soit naturel, etc. On n'est pas au clair là-dessus. On a des programmes de recherche qui sont prévus justement pour essayer de comprendre d'où viennent ces phénomènes, si ce sont des phénomènes qui sont vraiment liés à des perceptions juste liées à des représentations des usagers, ou s'il y a vraiment un phénomène physique spécifique à ce matériau qui fait qu'il apporte un confort supplémentaire. Donc voilà ce qu'on peut dire aujourd'hui. Bon, enfin, on peut bien faire avec de la terre crue, de l'acoustique. On peut aussi mal faire de l'acoustique avec de la terre crue. Bonsoir. Vous avez beaucoup parlé de bâtiments publics et il y a eu un exemple de maison individuelle. Est-ce que la terre crue est adaptée pour les maisons individuelles? Comment est-ce que c'est coûteux ou pas? Y a-t-il des aides pour les particuliers? Bien sûr que c'est adapté pour la maison individuelle et bien sûr plus que tout autre bâtiment. Pourquoi? Parce que la terre crue, c'est un matériau qui permet facilement l'autoconstruction, l'autofinition. C'est un matériau facile à manipuler. C'est pas comme un enduit ciment ou chaud, etc. Vous n'êtes pas obligé d'avoir une protection intégrale pour l'appliquer. La terre crue, c'est un matériau qui n'est pas agressif. Vous le manipulez à main nue et voilà, vous n'avez pas d'agressivité comme la chaux ou le ciment. Ça se manipule facilement, il n'y a pas de danger de ce point de vue-là. Le tout, c'est de savoir où on va chercher la ressource. Il existe tellement de choses possibles. Vous pouvez utiliser la ressource que vous avez à proximité, soit sur place, soit pas loin, ou des amis qui ont un peu de terre, etc. Il existe aussi des produits de terre préformulés, fabriqués en usine, mis en sac et vendus chez Point P. Ça existe aussi. Voilà. Il y a un tel éventail de possibilités que c'est très facilement utilisable par un particulier pour construire, pour ne serait-ce qu'améliorer le confort d'une maison. Par le simple fait de faire un enduit de faible épaisseur sur un mur, vous améliorez considérablement le confort thermique. Je pense au confort thermique d'été et d'hiver par les régulations hygrothermiques. Rien que par ce fait-là. Vous mettez même de la terre, un enduit de terre sur un mur en béton, vous apportez un énorme confort. Donc voilà, pour moi, c'est vraiment ce qui est le plus adapté pour l'habitat individuel, encore plus que pour des bâtiments publics. J'en ai parlé un petit peu. Pour moi, effectivement, il y a le sujet de l'autoconstruction, il y a la rénovation, j'en ai parlé sur l'isolation aussi. En construction neuve, après, on peut aller à la fois pas très loin, c'est-à-dire faire de la cloisonnement et faire toute sa maison en terre si on en a envie, quoi. C'est le bâtiment, on va dire, où justement on a le moins de contraintes, même réglementaires et normatives, donc il faut y aller, quoi. Et c'est effectivement, c'est même en termes de terre porteur, etc., c'est là où on arrive à sortir des projets qui marchent bien, où ça fonctionne. Donc voilà. Et après, voilà, je crois que c'était la question des aides. Sur les aides, ouais, c'est compliqué d'avoir des aides sur le matériau terre, je pense, aujourd'hui. Alors, néanmoins,
Bon, après, vous êtes au CAUE, alors il faut demander aux gens qui sont là. Néanmoins, je pense que... moi, j'ai eu le retour là récemment sur un projet où on fait du enduit sur botte de paille et du terre-chanvre en correction thermique sur la communauté de communes de Erdre-et-Gèvres. Et il y a des aides sur ce sujet-là. Ils accompagnent les particuliers qui souhaitent se lancer sur ces matériaux. Donc, ça existe. Voilà. Après, oui, c'est plus compliqué que sur des produits conventionnels. Voilà, parce qu'il y a tout un cadre, on va dire, normatif qui facilite l'acquisition d'aide là-dessus. Voilà. Peut-être pour compléter sur les aides, justement, c'est vrai qu'au CAU, on essaye d'expliquer toujours comment, par exemple, réhabiliter de manière qualitative un bâti ancien, et malheureusement, on se heurte souvent à des solutions qui ne sont pas du tout adaptées au bâti ancien. Donc on essaye, à notre échelle, de faire bouger un peu les lignes pour que, justement, on ne vienne pas poser des matériaux inertes ou qui viendraient complètement nuire à la migration de vapeur d'eau, par exemple. Donc ça, c'est un vœu pieux qu'on peut essayer de faire. On essaie de faire changer en tout cas un peu la donne. Mais c'est vrai que la terre en soi n'a pas d'aide plus qu'un autre matériau, en tout cas, sauf peut-être dans certaines communautés de communes, bien précisément. Oui, merci. Dans la continuité des maisons individuelles, je voulais savoir s'il était possible d'installer de la terre dans des pièces d'eau, et notamment au niveau des enduits de finition par rapport à des tas de lactes ou de ce genre de choses. La terre dans les pièces d'eau, ouais, c'est bien. Pas aux endroits en contact forcément direct avec l'eau. Dans les salles d'eau, par exemple, si on est suffisamment éloigné de la douche, par exemple, ou en contact direct avec les éviers ou lavabo, en fait, justement, ça va, vu qu'il y a une capacité de la Terre à stocker énormément de flotte, on va se retrouver avec pas forcément ces effets aussi de très grande humidité dans les pièces d'eau. Ça va vraiment pouvoir réguler l'humidité. En revanche, effectivement, on évite d'avoir de la flotte en contact vraiment direct, en ruissellement sur la Terre. Bien que, on a des exemples d'autoconstructeurs qui font ce genre de choses, ça se passe très bien. Il suffit juste d'avoir effectivement soit des systèmes type Tadelac ou des carreaux à la bonne hauteur, etc. Ça fonctionne bien. Nous, c'est vrai que sur des constructions neuves, en général, on dit bon, si vous voulez la mettre ça ailleurs, on est plus à l'aise, quoi. Voilà, parce qu'on n'est pas à l'abri d'une petite pathologie à un endroit qui pourrait être mal tourné. Donc après, il y a plein d'endroits où on peut la mettre. Dans les pièces d'eau, ça fonctionne. Juste, on essaie de s'éloigner un tout petit peu des endroits sensibles, quoi. Merci pour vos questions. Merci à vous trois pour vos exposés complémentaires. On espère qu'on a réussi à vous convaincre, en tout cas, que la Terre, c'est possible. Là, donc, comme je vous avais dit, c'est vraiment dans une optique plutôt pour des particuliers, d'essayer aussi d'amener avec nous un certain nombre d'architectes, de maîtres d'œuvre, de constructeurs. Il y a d'ailleurs des choses qui se passent dans le département très intéressantes. On n'a pas eu l'occasion d'en parler ce soir, mais Maisonneuve, par exemple, à la Guérande, avec nos collègues de Loire-Atlantique Développement, travaille à des échelles d'habitat groupé et collectif. Parce que c'est ça aussi l'enjeu, c'est de pouvoir massifier l'usage de la terre. On le voit bien sur l'île de Nantes avec, par exemple, beaucoup de constructions, beaucoup de logements. Donc c'est un autre volet qu'on essaye de faire. Là, on y travaille pour les mois prochains. Voilà pour conclure. Je vous invite aussi à noter le prochain rendez-vous. Je vous éclaire un petit peu, mais... Jardiner un sol vivant, donc le 25 mai. Et on va pouvoir poursuivre les échanges autour d'un verre juste derrière vous, le temps qu'on installe tout ça. Merci à vous pour votre présence en nombre.